Bon, pour cet épisode de 100% full e-commerce, je crois que vous êtes vraiment pas prêts. Aujourd'hui, j'ai ramené un homme de l'ombre, mais qui a fait plus de 100 millions en e-commerce. Des spécimens comme lui, j'en connais très peu, surtout sur le marché francophone. On a de la chance d'avoir Fouad Biroum autour d'un micro pour échanger sur comment il a réussi à générer autant de chiffres, comment il a su perdurer dans le game de l'e-commerce, quelles sont les clés pour rester numéro 1 sur des marchés super concurrentiels. Bref, on va plonger dans ses stratégies et voir comment il a su scaler des marques comme Blinks ou bien Maybe Paris. Alors installez-vous bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% full e-commerce. Aujourd'hui, je prends que des produits saturés. S'il n'y a pas de compétiteur, je vends pas. Même si c'est Apple qui fait un produit, je considère que je peux aller battre Apple en marketing. Je vais pas chez le barbeur tant que je fais pas 400 000 euros constants par jour. Tout le monde connaissait la marque à ce moment-là, c'était vraiment partout. T'ouvrais Snapchat, t'avais Blinks, t'ouvrais Facebook, t'avais Blinks, t'ouvrais Google, en fait t'avais des pubs Blinks passées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100%. Aujourd'hui, je vous ai ramené le plus gros e-commerçant que je connaisse de mon réseau. Donc, Fouad, bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup pour ta présence. Merci pour l'invitation, plaisir. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc je pense que beaucoup de gens, parce que tu es plutôt un gars dans l'ombre et ça me fait extrêmement plaisir encore une fois de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton âge, d'où tu viens et ton parcours scolaire, un classique? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Fouad, j'ai 25 ans, bientôt 26, donc 98, la meilleure année. Je viens de la région parisienne, un petit peu au-dessus, donc de l'Oise, à Creil plus précisément. Pour le track record e-commerce, parce que c'est ce qui va intéresser rapidement pas mal de personnes. Donc actuellement, on tourne environ à 30 millions de chiffre d'affaires par an, un petit peu plus, je pense, sur cette année avec avec le Q4 qui arrive. Ça fait bientôt 8 ans qu'on est dans l'e-commerce. On est passé partout, hein. Des petites journées aux grosses journées, aux baisses. Donc, on a tout expérimenté. Et on va passer au parcours scolaire rapidement, qui est super important. Parce que je dis toujours qu'il faut revenir à la base avant d'étudier quoi que ce soit. Donc, j'ai fait les collèges classiques, dans la région de Creil, Chantilly, donc collège classique, lycée classique, classe scientifique. Et après, en fait, arrivé en terminale, je ne savais pas, c'était en première, je crois, les choix. Je ne me rappelle plus très bien quand est-ce qu'on fait les choix, mais 3 semaines, 2 mois avant les choix Parcoursup, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. En fait, je pensais que j'allais faire médecine. J'avais toujours pensé que j'allais faire médecine parce que ma grande sœur avait fait médecine. Du coup, tu étais plutôt bon élève? Ouais, j'étais bon élève, j'avais toujours des bonnes notes. Éducation quand même assez dure des parents. Si on ramenait moins de 16 à la maison, c'était quand même compliqué. Et donc, je pensais toujours que j'allais faire médecine parce que ma mère était kiné de formation. Ma sœur avait fait médecine en études. Donc, pour moi, c'était un chemin qui était assez tracé par mimétisme. Mais en fait, je me suis dit que ce n'était pas fait pour moi, faire 9 ans, 10 ans d'études, faire du par cœur, etc. Ce n'était pas vraiment ce que j'aimais. Et donc, je me mets à taper sur Google métier qui rapporte le plus. Un petit peu comme l'e-commerce, comment faire de l'argent. Voilà, c'est ça. Quand tu fais tes premières recherches, tu tombes sur les vidéos dropshipping sur YouTube, etc. Et donc là, je tombe sur tout ce qui est métier du M&A, tout ce qui est métier de finance, etc. Et donc, je recherche comment arriver sur ces métiers-là. Quelles études il faut faire. Et donc, je vois qu'il faut arriver en fait par des écoles de commerce ou d'ingénierie, mais majoritairement commerce. Donc je vois ensuite, je recherche les salaires de sortie d'école de ces écoles-là, classement, HEC, ESSEC, ESCP, et tout bêtement, comme une personne qui n'y connaît rien, j'envoie un petit message sur la page Facebook d'HEC. Comment rentrer dans votre école prestigieuse? T'étais un peu naïf. Ouais, très naïf. Et donc, j'ai jamais eu de réponse. Et j'ai un peu de digue sur Internet. J'ai découvert qu'il fallait faire soit une classe préparatoire, soit d'autres parcours. Mais que le chemin royal, c'était la classe préparatoire. Donc, je décide de me rapprocher de mes professeurs, de leur demander si c'était une bonne idée. Donc là, mes professeurs me disent Fouad, tu viens d'un petit lycée, tu n'es pas en région parisienne. Tu n'as pas fait Louis le Grand, tu n'as pas fait Henri IV. Donc, ce n'est pas le meilleur choix à faire pour toi. Tu n'es pas bilingue espagnol, tu parles bien anglais, mais c'est tout. Et le niveau qu'ils ont en maths par rapport à toi, c'est un autre monde. Donc là, je me dis qu'ils peuvent aller se faire foutre et que je vais quand même le faire. Mais ça souligne quelque chose qui est super important et qui se retrouve aussi dans l'entrepreneuriat, c'est la symétrie d'information. C'est-à-dire que selon là où tu es, si tu n'as pas les bonnes informations qui viennent à toi de base, en fait, il faut aller les chercher. Et si tu ne les cherches pas, tu peux louper beaucoup d'opportunités, quoi.
Donc je fais classe préparatoire. Très difficile au début. Je suis dans les 3 derniers de la classe. Les professeurs me disent que j'ai aucune rigueur, que si ça continue comme ça, ils vont m'éjecter de la classe. Je ne suis pas en internat, je fais 2 heures de route par jour, très fatigué. Et dans ces cas-là, c'est un peu comme dans toute chose dans la vie, quand tu as des épreuves, c'est soit elles te cassent, soit tu les surmontes. Et moi, en fait, je considère qu'il n'y a jamais d'épreuve, en fait, de problème sans solution. Et donc, en fait, que tout ce qui t'arrive dans la vie, tu peux le résoudre. Donc, je décide de travailler, de trouver des solutions. Je vais voir le CPE, je lui dis, il me faut un internat, sinon ça ne va pas être possible. Je suis boursier, nanani, nananer. Il me donne l'internat, à partir de là, changement complet. Je peux vraiment me focus sur le boulot. Et en découle une vraie rigueur de travail. C'est-à-dire les 2 heures trajet, ça t'avait épuisé. Ouais, ça a épuisé. Et du coup, en fait, je revenais, je travaillais 2-3 heures et je m'endormais. Mais pourtant, tu travaillais, quoi. Ouais, voilà, j'essayais de travailler, etc. Mais du coup, impossible de vraiment se focus. Donc, dès que j'ai l'internat, bam, j'ai un nouveau rythme qui rentre. Sur ce rythme-là, directement, j'avais des journées de 8h à 16h. À 16h10, j'étais dans la chambre et je commençais à travailler. C'est-à-dire que de 16h10 à 4h du matin, je faisais des mathématiques, de la géopolitique, de l'anglais, de l'espagnol, de la philosophie. Oh, faut un mental, hein. Et faut un mental. Et en fait, pendant 2 ans, tu sais, tu as beaucoup de personnes qui vont se faire casser par la prépa. Ça dure 2 ans? Ouais, c'est ça. Ça dure 2 ans ou 3 ans si tu redoubles. Et moi, j'avais des copains de classe préparatoire qui pleuraient le soir. C'est-à-dire qui n'arrivaient pas à surmonter en fait, la difficulté de mental de l'épreuve. Et moi, en fait, vu que je le voyais comme un jeu, j'ai énormément joué dans ma vie aux jeux vidéo. Dofus. Encore une personne qu'on reçoit dans le podcast qui fait une allusion à ça. Je trouve que c'est super important, les jeux vidéo. On est de cette génération-là, Internet, et c'est souvent un point commun. Ouais, les jeux vidéo, les mangas, tout ce qui est en fait... Ouais, toi, t'es très manga. Ouais. Mais tout ce qui te pousse à te dépasser, c'est super important. Et donc, dans les jeux vidéo, tu as ceux qui vont vraiment le prendre comme un jeu vidéo et qui vont devenir en fait addicts aux jeux vidéo, et tu as ceux qui vont le prendre comme un challenge. C'est-à-dire que moi, sur Dofus, c'était faire le plus de kamas possible, quoi. Donc tu joues à Dofus? Ouais, Dofus. Serveur héroïque, tous ces serveurs-là. T'avais des serveurs à toi ou... Non. Mais j'ai des amis qui avaient des serveurs, ça ramenait pas mal quand même. C'était un bon side business pour eux. Et du coup, après, je travaille énormément en classe préparatoire. J'intègre l'ESSEC, donc deuxième école en France. Très bien notée internationalement aussi. Et en fait, je n'étais pas vu comme une personne qui pouvait intégrer cette école. C'est-à-dire que quand les résultats sont tombés, toutes les personnes de la classe se retournent vers moi. Putain, Fouette, comment t'as fait, tu vois. Je pensais que moi, j'allais y arriver, toi, t'y es arrivé, moi, j'y suis pas arrivé, etc. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est super important dans la vie. C'est toutes les épreuves qui vont venir, se dire que c'est surmontable. Il n'y a rien d'insurmontable. Et cette rigueur de travail qui m'a été donnée par l'école, en fait, du coup, par la classe préparatoire, c'est quelque chose que je retrouve dans la vie de tous les jours maintenant. C'est-à-dire que je me lève le matin, je fais mes tâches de la vie quotidienne, donc je vais me doucher, je fais ma séance de sport, etc. Et après, je casse du boulot toute la journée jusqu'au dîner. Tu démontes de la to-do list. Voilà. Donc voilà. Et le reste de la question, c'était quoi? C'était par rapport à... Parcours scolaire, ouais, toi, en général. Donc voilà. Et après... j'ai grandi avec le boulot, quoi. J'ai eu ma classe préparatoire qui m'a fait du coup, tu as grandir. terminé tes études. Voilà, j'ai terminé les études en parallèle de l'entrepreneuriat. Et à quel moment tu as pu commencer du coup, à entreprendre? C'était pendant ce moment-là ou impossible? C'est pendant... Impossible, en fait. C'est après la prépa? Avant quand même. Qu'est-ce que tu nous as fait encore? Au lycée, j'avais des très gros comptes sur Twitter. Je cumulais plus de 2 millions d'abonnés. Donc j'avais des comptes comme RT Sibae, Code de Meuf. Bon, pas le vrai Code de Meuf. Code de Meuf, c'était un copain. On sait c'est qui. Ouais. Dédicace à Diké. J'avais d'autres comptes, je ne me rappelle plus exactement des noms. J'avais un qui s'appelait Rose du Mal. Et donc pendant le lycée, je vendais des publicités sur ces comptes-là. Donc en fait, ça me permettait de faire... C'était à qui tu vendais? Des e-commerçants? Non, pas vraiment. On avait des applications qui venaient nous voir et qui voulaient en fait faire de l'installation. Donc qui nous payaient pour faire de l'installation. Et je me rappelle qu'à un moment, j'avais un deal. C'était une installation, une application pour des jeux, du foot, des statistiques de foot, etc. Je ne me rappelle plus très bien. Et j'avais créé un compte Je suis Footix, qui est encore ouvert, je crois. Et juste pour cette application, et que j'avais fait monter rapidement. Et je crois que le compte avait genre 3000 abonnés à la fin, ou 2000, même pas. Et j'avais fait
peut-être 5-6 000 euros avec le compte en un mois et demi, quoi. Donc c'était quand même une très bonne expérience au lycée de pouvoir faire ça. Après, j'ai vendu des faux maillots un petit peu. Commande AliExpress. Un petit peu comme tout le monde, quoi. Quand ça passait plus sur AliExpress, des H-Gate, quoi. Mais bon, c'est... c'est les premiers petits business, quoi. Voilà, la petite fibre entrepreneuriale dès le lycée, quoi. Et comment tu trouves l'e-commerce? C'est là où tu as vraiment commencé à faire tes premiers chiffres? Alors, pour l'anecdote, quand je commence à vendre des faux maillots au lycée, je vois que ça fonctionne super bien et que je peux vendre à la tête du client. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui je vends 35, il y a des personnes à qui je vais vendre 60. Parce que je leur dis, c'est la player version, regardez le logo. T'étais déjà un fumier qui arrivait à segmenter ses angles et ses personas, quoi, c'est ça? Exactement. Et du coup, je me dis, écoute, pourquoi je fais pas un site web où je vais vendre en fait ces faux maillots? Et je suis en train de faire le site, je me rappelle, je le faisais sur Wix. Ouais, je crois que je le faisais sur Wix. Attends, on est en quelle année là à peu près? Tu te souviens? 2015, je crois, 2014, 2015. J'avais 15 ans. Ouais. Et donc, je suis en train de faire le site, je suis dans ma chambre en train de faire le site, etc. Et là, il y a mon grand frère qui rentre dans la chambre et qui me dit, t'es en train de faire quoi? Et je lui dis, je fais un site, je vais vendre des maillots d'AliExpress sur le site. Et là, bon, il me dit, tout le monde connaît AliExpress à ce moment-là, en 2015. Alors que c'est pas vraiment le cas. Non, vraiment, en vrai, personne connaissait à ce moment-là. Ouais, et c'est peut-être la remarque qui m'a sauvé parce que je serais tombé dans la vente de fake et je sais pas si ça serait bien terminé, quoi. Et du coup, je me dis, tu sais, naïf, tout le monde connaît. Bon, je ferme et je vais continuer. Je vais écouter mon frère, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je ferme mais je lance pas. Mais du coup, je connaissais déjà, en fait, le système du dropshipping sans avoir recherché. Un petit peu comme à la même époque où les personnes étaient sur eBay et revendaient des produits AliExpress. Voilà, c'est ça. Et donc, après, je passe en classe préparatoire. 2 ans intensifs où j'ai pas vraiment le temps. J'abandonne même mes comptes Twitter qui ramenaient de l'argent. Et après classe préparatoire, je commence à faire des stages à l'ESSEC. Notamment, on avait un stage découverte d'1 mois où c'était un stage qu'ils appelaient ça d'employé, stage de terrain en fait. Donc, soit tu allais lever des palettes à 6h du matin, soit tu étais vendeur dans une boutique. Et moi, j'étais vendeur chez Nature et Découverte dans le mall à côté de CDG. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais je connais pas Paris, frère. Il y a un mall à côté de l'aéroport de Paris. Très grand mall. Et il y avait un Nature et Découverte. Et donc, j'étais vendeur là-bas et je vois les dashboards. Je vois qu'ils font 10 000 € par jour avec des produits d'AliExpress. Donc, comment tu as su que c'était des produits Ali? Parce que je connaissais AliExpress et que j'avais l'habitude. Par exemple, j'achetais en prépa, j'avais encore un side business. J'ai acheté des téléphones Xiaomi et Meizu. Donc Xiaomi très connu maintenant, Meizu, ils sont un petit peu morts. Je les achetais à 100 €, je les vendais à 300 €. Parce que les téléphones tactiles, avec des photos, ça me coûtait très très cher. Tu les revendais sur Bon Coin, un truc dans le genre, non, même pas? En perso, je disais à des copains, vous voulez un téléphone, regardez le mien, il est trop bien. Je l'ai acheté 300 €, tu veux que je l'achète? Et du coup, voilà, toujours le fumier à faire de l'achat-revente. Vraiment. Et tu vois les dashboards. Voilà, et en fait, c'était des produits que je voyais sur AliExpress. Tu sais, AliExpress, tu as le For You page comme sur TikTok ou Facebook ou Instagram. Et tu voyais les produits et j'avais le diffuseur que je voyais très bien sur AliExpress. Et je le vois chez Nature et Découverte et je vois que tout le monde l'achète. Ouais, tu te dis, il se passe un truc, quoi. Et qu'en tant que vendeur stagiaire, c'est le produit que je vends le plus. Et donc là, je me dis, ah ouais, il y a... T'as copié? Non, j'ai pas copié. J'aurais dû peut-être. Donc à partir de ce moment-là, je commence à dig un petit peu tout ce qui est dropshipping. Et après, je me lance. Je me rappelle plus exactement, c'était sur... Et du coup, tu as trouvé le terme dropshipping et... Ouais, c'est ça. Et après, j'ai regardé les vidéos. Parce qu'en 2015, il y avait qui concrètement? Après, c'était pas 2015 à ce moment-là. Là, c'était après la classe préparatoire. Donc ça devait être en 2018, 2019, donc là, dans ces eaux-là. Okay. Et depuis ce temps-là, t'en as vu passer des choses. T'es un peu un ancien. C'est quoi, selon toi, qui a fait la différence entre les gens qui étaient au début dans l'e-com et maintenant? Genre, c'est quoi la vraie différence? Par exemple, moi, on peut dire que je suis un petit nouveau qui te suivait au début de l'e-com sur Twitter. Je t'avais connu comme ça à l'époque. Et c'est quoi la grande différence entre toi qui est resté dans l'e-commerce, qui a su monter un folio comme ça, de brand, de marque, et comprendre tout ce qui est valorisation, etc. De toute façon, on va revenir dans l'épisode après. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi?
Tu sais, je te parlais tout à l'heure comment devenir, enfin, pas comment devenir riche, mais quel métier rapporte le plus, découverte des écoles, etc. Cette asymétrie d'information, et ben en fait, d'où l'importance des études. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour faire des études, mais on a ce culte de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneur qui dit drop out, ne faites pas d'études, le salariat, vous êtes des PNJ, etc. etc. Okay. Et donc ça, en fait, ça crée une vraie asymétrie de l'information dans le boulot. C'est-à-dire qu'on n'a plus conscience du fait que, en réalité, la vie, bah, elle se fait sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas t'es entrepreneur 5 ans, 6 ans, t'encaisses 3, 4 millions, un petit peu plus, et après c'est bon. Quand tu vois que tu as fait des études, donc moi j'ai fait des SEC, et j'ai des potes qui ont fait fusion-acquisition, private equity, d'autres qui sont consultants en strat, d'autres qui sont juste marketeurs dans des boîtes. Tu vois qu'ils font carrière pendant 20-30 ans. Pourquoi ils font carrière pendant 20-30 ans? Parce qu'en fait, il y a une économie réelle qui se fait, par exemple, dans la fusion-acquisition. C'est-à-dire que tu as des boîtes qui grossissent et au bout d'un certain moment, bah, tu as une autre personne qui est beaucoup plus grosse que la boîte qui va se dire bah, moi, je te rachète, je te scale. Toi, tu peux rester dans la boîte ou partir complètement, etc. Et c'est des choses que tu ne vois pas forcément quand tu viens. Tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu découvres le dropshipping, tu découvres une partie de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire tu découvres acheter une chose, la revendre plus cher ou faire du service, etc. Et du coup, tu es assez borné dans ta vision. Et donc, ouais, c'est le haut de l'iceberg un petit peu. voilà, Si et donc en fait, tu vois pas en fait tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui est faisable. Et donc en fait, tu as certaines personnes qui perdent de vue leur objectif une fois qu'ils ont de l'argent. C'est-à-dire qu'ils font 2-3 millions, ils ont encaissé de l'argent, même moins. Et en fait, après, ils n'ont plus cette envie de continuer parce qu'en fait, ils ne savent plus où aller. Et vu qu'ils ne savent plus où aller, tombent soit dans la facilité, soit ils font autre chose. Ouais, et du coup, en fait, ils n'ont plus l'énergie pour aller chercher encore de la compétence, de la compétitivité, etc. dans un marché qui est ultra compétitif, ultra évolutif. Et tu vois, moi, je le dis souvent, je suis un boomer. J'ai 25 ans et je me considère comme un boomer. C'est-à-dire que TikTok Shop, je suis dépassé. Mais je sais que c'est là. J'ai des équipes que je traîne dessus, même si moi, je ne suis pas le meilleur en affiliate marketing sur TikTok Shop. Et que je vais leur dire, bah, on doit faire ça. On est obligé de le faire. Et on est obligé de devenir bon sur ça. Parce que si on n'est pas bon sur ça, on meurt. Et c'est, tu sais, la sélection naturelle de Darwin, en fait, c'est soit tu consommes, soit tu es consommé. Et donc, en fait, c'est à peu près ça dans l'entrepreneuriat en général. Sur ces 8 ans d'entrepreneuriat, c'est soit tu consommes et donc tu évolues, soit tu es consommé par ton entourage. Et donc, tu as ceux qui vont t'entourer, qui vont te tirer vers le bas ou vers le haut. Tu as du coup les informations qui te viennent à toi ou que tu vas chercher. Est-ce que c'est des bonnes informations? Est-ce que tu es au bon endroit au bon moment? Et donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'il y a des personnes qui arrivent à se dépasser, à exceller dans le temps, et tu en as d'autres qui vont mourir et qui vont avoir du mal en fait à rester performants dans le secteur de l'entrepreneuriat ou du business en général. Bah, merci pour cette C'est réponse très complète. Et justement, c'est avant qu'on rentre même dans le dur de e-com pur et dur, on comprend ta vision et on comprend sûrement la personne qui nous regarde à travers son écran, comment toi déjà tu perçois les choses et comment tu as une vision de l'entrepreneuriat. Et c'est bien plus poussé que bah, tu prends un produit, tu le lances, etc. Mais même si on va faire une petite liaison, bah, du coup, comment tu as commencé à avoir ta première brand et comment surtout tu l'as trouvée après, bah, c'était après ton stage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc après mon stage, je commence à digue un petit peu tout ce qui est e-commerce, etc. Je vais faire du marketing sur Twitter parce que j'avais les comptes sur Twitter. Et là, je fais une petite boutique moi-même. On va vendre des roses éternelles à travers notre marketing sur Twitter. Et donc ça fonctionne très bien. Première boutique, on fait des très bons chiffres. Je ne me rappelle plus exactement combien on a fait sur la boutique. Mais pour de l'organique, etc., c'était super bien. Et ça me fait une super expérience parce que c'était de l'influenceur marketing sur Twitter. Et je me dis, c'est pas forcément viable parce que tu dépends de beaucoup de facteurs, c'est-à-dire, est-ce que les influenceurs, ils performent? Là, en l'occurrence, c'était moi le propre influenceur. Est-ce que ça performe? Est-ce que ça performe pas? Et si ça performe pas, comment tu fais de l'argent? Donc, tu es dépendant des influenceurs. Est-ce qu'ils performent ou pas? Donc là,
je commence à chercher d'autres canaux d'acquisition, je tombe sur Facebook Ads et je me dis, il faut que je m'entraîne à Facebook Ads. Pour l'anecdote, j'avais vendu pendant 6 mois des tétines nourrissantes pour bébé, tu sais. Genre où tu mets le fruit à l'intérieur et du coup le bébé il peut prendre le fruit. Tu les baites un peu. Ouais. Et pendant 6 mois, je suis break-even, je tourne, je crois, à 300-400 euros par jour. Break-even, pour ceux qui ne regardent pas, c'est en gros, tu es à zéro, ni t'es en gain, ni t'es en perte en termes de bénéfices, quoi, grosso modo. Et donc, à ce moment-là, je me dis, écoute, t'es pas en train de perdre de l'argent, va pas à gauche, à droite, à essayer de trouver des produits tous les jours qui vont fonctionner ou pas. Essaye de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, la rigueur que j'ai eue à l'école, c'est que dans toutes les choses, c'est une discipline que tu peux apprendre. Le boulot, à la fin, c'est comme l'école. C'est au début, tu ne connais pas grand-chose. Et c'est de la théorie et de la pratique. Et plus tu pratiques, plus tu deviens meilleur. Plus tu deviens bon, effet cumulé. Et donc, pendant 6 mois, je vends des tétines. 6 mois, tu es resté break-even. Voilà. Tu avais un vrai mindset quand même. Parce que ouais. Il y a tellement de personnes, quand je les vois, ils parlent ou ils se posent des questions, ils n'ont aucune data, ils lancent un truc 3 jours. Forcément, si tu es full débutant, tu lances un truc pendant 3 jours, tu ne casses pas les dents, tu réfléchis pas, tu perds pas d'argent, c'est impossible de faire de l'argent. Ouais, je connais par exemple le fondateur d'Infinity Hoop aux US qui tourne à 1,5 million par mois, par exemple. Pendant 2 ans, il était sur des produits où il était break-even, il perdait de l'argent. Et d'un coup, il a pété parce qu'en fait, l'effet cumulé de toute la pratique. Et après, il s'est dit, ça n'a pas fonctionné pour telle raison, ça n'a pas fonctionné pour telle raison, ça n'a pas fonctionné pour telle raison. Tu fais un peu d'introspection sur ton boulot, d'analyse sur ce qui a été fait. Tu te mets en POV troisième personne. Voilà, donc tu as une vision 360 de ce que tu as fait depuis le début. En fait, ça te permet d'analyser ce que tu as fait, là où tu as été bon, là où tu as été mauvais, ce qu'il faut améliorer du coup. Et après, à chaque trial, ça fonctionne mieux. Et donc là, après, je vais voir un copain, je lui dis, écoute, j'ai telle idée de business, la culotte menstruelle, parce qu'en fait, j'avais voulu vendre pour l'histoire Livia, donc qui est un petit dispositif EMS pour les douleurs de règles. Tu colles en bas là. Et donc là, je fais la bêtise de copier-coller le site, les créas du compétiteur. Et, sur la culotte ou non, sur Livia directement. Et donc, en 48 heures, DMCA, Facebook, le compte il saute. C'était le compte de ma mère. Elle a plus Facebook, compliqué. Et donc là, je me dis, ah ouais, compliqué. Mais en fait, vu que j'étais dans la niche du coup de tout ce qui était règles, problèmes féminins, du coup, Facebook me feedait des publicités, des produits sur ce secteur-là. Et donc là, je tombe sur la culotte menstruelle aux US, produit qui est vendu à 30 € l'unité. Comment tu tombes? C'était quoi ton process de recherche? Aucun. Ça, Feeling. Ouais, voilà, ça me tombe dessus. Et donc là, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'engagement, et que la culotte, elle est vendue à 30 €. Et je me dis, attends, je vais regarder sur Alibaba, culotte, elle se touche à 2 €. Eux, ils vendent la culotte à 30 €. Il y a une très grosse marge. Et donc, moi, j'ai un arbitrage à faire. C'est-à-dire qu'eux, ils la vendent à 30 €. Moi, je peux vendre les 3 à 30 €. Et donc, en fait, ça, c'est une réflexion qui est venue de Xavier Niel, hein, quand il est venu, qu'il a fait un raz-de-marée sur Free Mobile et que ça a vraiment fait un sang dessus dessous sur tout le marché de la... mobile. Voilà, Internet, mobile, téléphonie. Voilà, partout. Téléphonie, Internet, même TV maintenant avec Canal Plus Free. Peut-être un jour Xavier Niel dans 100%. Peut-être. Un petit message et il viendra. Et donc là, je me dis, je peux faire la même chose. Donc là, je vois un copain qui avait quand même pas mal de background en entrepreneuriat. Je lui dis, est-ce que tu peux m'accompagner sur ce projet-là? Parce que j'ai besoin de ne pas faire d'erreur parce que je le sens bien. Donc on s'associe sur ça. Enfin, c'est plutôt lui qui lance le projet en particulier. Et moi, je l'accompagne. Et après, je reprends le projet de ma personne. Et donc là, à ce moment-là, ça fonctionne bien. Ça commence à bien fonctionner. Et on avait le choix, en fait, on avait Tu lances en France? Ouais, on vend en France directement. Et on avait 2 boutiques, du coup, qui avaient été lancées. Une qui s'appelait Facepuff, qui était des pâtes démaquillants. Donc maintenant, on a Lily Skin qui cartonne sur ce produit-là. Et du coup, Blinks. Et on avait le choix, vu qu'il y avait une trésor très limitée,
est-ce qu'on tourne sur Blinks ou est-ce qu'on tourne sur les pâtes démaquillantes? Donc on réfléchit. En soi, les deux auraient été bons. Les deux ont été, les deux ont été vraiment bons. Et donc on fait le choix de la culotte menstruelle parce qu'on pense que c'est un marché qui a plus d'avenir que le pâte démaquillant. On se focus sur ça et ça fonctionne plutôt bien. On a eu pas mal de problèmes, notamment sur la production, parce que ce n'était pas un produit qui était facile à produire. Il n'y avait pas énormément de factories, donc d'usines qui étaient capables de produire ce produit-là. Ça a été quoi ton process pour le sourcer et pour développer le bon produit? Ça a été de commander chez les concurrents, d'envoyer directement en Chine. La meilleure méthode. Et de leur dire de reproduire le produit jusqu'à ce que le produit soit parfait. Donc ils avaient énormément de mal. Et on va avoir beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas la patience de faire en fait des essais et des échecs sur les samples et de se dire faut améliorer ça, faut améliorer ça, faut améliorer ça. Mais c'est ce qui différencie à la fin une marque, un store de dropshipping et une marque qui va tenir dans le temps. C'est-à-dire que tu crées de la valeur, tout simplement. Voilà, tu crées de la valeur, mais surtout, par exemple, nous, sur la culotte menstruelle, on a une des culottes menstruelles qui absorbe le plus pour le rapport qualité-prix le meilleur sur le marché. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une clientèle très fidèle qui revient à travers le temps. Et donc, même après une augmentation des coûts d'acquisition sur ce marché-là, parce que ça a vraiment explosé. Bah ouais, en 8 ans, tu as vu la différence. On a Etam qui est venu sur le marché avec Undies qui fait de la culotte à 1 €. On a Puma qui a fait des collaborations. Puma France, ouais, qui a fait des collaborations avec Modibody. On a Essity, donc la boîte qui a Tampax, je crois, qui a racheté Nix et Modibody. Donc il y a vraiment eu un énorme changement dans le marché de la culotte menstruelle. Beaucoup de concurrents directs qui sont venus s'instaurer après. Voilà, et des household names, comme on dit en anglais, donc vraiment des entreprises vraiment énormes qui se positionnent dans le marché. Et pourtant, la marque est toujours là, toujours leader sur le marché français, pas sur le marché européen. On n'a pas fait le... Mais ça, c'est une erreur qui nous a énormément appris de ne pas scaler à l'international très rapidement. On a laissé le marché à d'autres entrepreneurs français qui ont vu l'opportunité avec la culotte menstruelle Blinks et qui ont répliqué le même schéma sur d'autres pays qui a énormément fonctionné. Donc ça, c'est une erreur qu'on ne fait plus maintenant sur les marques qu'on scale, sur les niches qu'on identifie et qu'on scale. On va directement à l'international et on prend le marché à l'international. Tu vois, je le dis souvent, c'est quand tu dois sélectionner quelque chose ou un projet, ça va avoir un bon produit et une très grosse marge. Et t'en es la preuve que tu as pu rester pendant 8 ans. Ça a été quoi ta stratégie marketing concrètement et comment tu as réussi à vraiment atomiser et finir premier dans un marché aussi concurrentiel et vraiment comment, juste en France, tout le monde connaît Blinks et cette marque, ça a été quoi, genre l'état d'esprit, qu'est-ce qui a pu au quotidien vraiment te driver et te dire ok, on va finir premier? Alors, tu sais, en fait, je pensais qu'il n'y avait aucune prise de risque qui ne valait pas le coup d'être prise. C'est-à-dire que quand tu es dans un marché où tu viens dans le marché, tu es tout nouveau, il y a des marques qui sont sur le marché français, je pense à Fempo, je pense à Réjeanne, qui étaient sur le marché français depuis un petit bout de temps et qui n'arrivaient pas à scaler comme ça et que tu viens, tu trouves la formule directement, il ne faut pas se poser 50 000 questions. Donc certes, le produit n'était pas parfait, on aurait pu avoir un meilleur produit au départ, mais je me dis, on y va, on scale. Et en fait, on va avoir tellement de feedback client qu'on va savoir quoi changer. Et au pire, c'est pas grave. Le SAV, on va gérer, on va les rembourser, on va leur promettre une culotte gratuite. On va trouver des solutions si elles ne sont pas contentes de ce qu'on offre. Dans le pire des cas, on vend que 3 culottes à 30 € quand la concurrence vend la culotte à 30 €. Donc, on n'a rien à perdre et la cliente a vraiment rien à perdre aussi. C'est une meilleure offre. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est super important. Toujours réfléchir à une offre qui est quasiment irrésistible. Surtout quand on vient dans un marché qui est quand même concurrentiel, ou pour créer de la demande sur un marché, parce que la culotte menstruelle, il n'y avait pas énormément de demande, il fallait quelque chose qui... C'était inconnu, il fallait mass awareness pour le faire découvrir. Il fallait quelque chose qui pousse les gens à se dire « Ouais, mais j'utilise des tampons ou des serviettes depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, pourquoi je vais passer à la culotte menstruelle ?» Et quand la culotte menstruelle coûte 30 € et que c'est 2 ans de tampon, 1 an de tampon, ça ne vaut pas vraiment le coup de se dire « Bon, je vais changer mes habitudes sur un truc qui est aussi intime. » Donc, il y a eu cette première phase-là où on a dû scaler énormément sur Facebook, plafond de verre, parce qu'on n'a pas l'expérience qu'on a maintenant.
Et du coup, on se dit, bah, il faut éduquer la masse. Et à ce moment-là, quel meilleur moyen qu'éduquer la masse dans les années 2020, 2021, je me rappelle plus très bien, les influenceurs. C'était quoi le plafond de verre en termes de revenus à peu près Je me à ce rappelle moment-là? plus très bien parce que vraiment, ça fait très longtemps, mais je pense qu'on devait stagner à 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires à ce moment-là. J'étais très content, mais pour moi, c'était pas assez. Je voulais vraiment plus. Et parce que pour moi, en fait, c'est que des chiffres. Donc tout est atteignable. C'est-à-dire demain, je vais dire, je veux faire 1 million de chiffre d'affaires par jour stable. C'est faisable. D'ailleurs, petite anecdote sur les cheveux. Ouais, alors là, il sur les cheveux. Si moi j'envoyais le taper, mais Je vais pas chez le barbeur tant que je fais pas 400 000 euros, 400 000 dollars constants par jour. Là, actuellement, on tourne à 200 000 dollars par jour. Je pensais que j'allais le faire en 3 semaines. Donc, je m'étais donné le défi début septembre. On n'y est toujours pas. celle-là, je la mets en intro de vidéo. Mais j'ai hésité à me couper les cheveux pour la vidéo, mais je me suis dit, du coup, je serais pas honnête avec moi-même. Et il faut se contrôler. C'est-à-dire qu'il faut contrôler son soi interne. C'est-à-dire que si tu faiblis, tu sais, c'est la même anecdote que je t'ai donnée dans la prépa. Si tu faiblis et tu te dis, ouais, c'est bon, 400 tu KD, respectes vraiment ta tu parole, respectes, ouais. voilà, tu respectes pas ton envie d'y aller. Et donc là, mon envie d'aller au 400 KD, elle est vraiment forte. C'est-à-dire que si je me mets pas une pression, j'ai pas de pression. Pour remettre le contexte, 400 cadets sur toutes tes brands. Voilà, c'est ça, Voilà, sur un folio de 6 et marques. Là. 6 marques, Ouais, ok. ouais. Et majoritairement aux US. Maintenant. PS pour le fisc. Mais Arrête, tu penses ça, frère. Mais du coup, voilà, majoritairement sur les US. Mais la vraie raison, c'est pas ce que je viens de dire, donc le fisc. Mais la vraie raison, c'est qu'il y a quand même un plafond de verre sur le marché français. C'est-à-dire que très difficile d'aller stabiliser une marque à plus de 2 millions de chiffre d'affaires par mois sur le marché français. En fait, ta répétition sur le marché français en online only est très forte. Et moi, je suis quelqu'un qui fait de l'online only. On a déjà discuté de ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va aller dans le B2B parce qu'en fait, c'est disperser ses efforts. Et faut aller sur un marché qui est plus gros, un marché plus capitalistique, un marché qui consomme plus et un marché qui a la carte de crédit plus facile. Quel meilleur marché que les États-Unis God bless America. Voilà. Tu donc, sais bien, je suis un grand ferveur de ça. Make America Great Again. Et make value become great again encore. Voilà. Et on est là aujourd'hui. Donc, on a switché énormément sur les US. Tous les lancements qu'on fait, c'est sur le marché anglophone maintenant. Et ça fonctionne très très bien. Donc maintenant, le marché français représente 20 à 30% du chiffre d'affaires qu'on fait. Et le marché américain représente bien 70% du chiffre d'affaires qu'on fait. Pour revenir sur du coup les influx avant, Ouais. sur le plafond de verre. Donc un plafond de verre dans le sens où la culotte menstruelle, tu as des personnes qui vont dire « Ah, c'est dégueulasse, macéré dans son sang, etc. » Donc il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes par rapport aux produits, beaucoup d'idées reçues par rapport aux produits. Et les éduquer en vidéo Facebook à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui. Maintenant, on a des marques comme Boku, on a des marques comme 900 Care qui font énormément d'éducation vidéo via Facebook. Et c'est devenu un peu la mode de se faire éduquer en ads. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, quel était le meilleur canal pour éduquer les gens ? Donner de la trust directement aux produits. Donc, passer par des influenceurs télé-réalité. Donc, je me rappelle à l'époque, je crois que la première personne qui nous a fait confiance pour les culottes menstruelles, parce que c'était super compliqué, c'était Mélanie Dacruz. Elle dit moi, j'en parle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou. Exceptionnel. Je ne me rappelle plus des chiffres. Mais je sais juste que c'était exceptionnel. Je crois qu'on l'a payé 2 ou 3 000 euros à l'époque, je ne me rappelle plus très bien. Tu passais par Shona, etc., toutes ces agences. Shona, We Events, majoritairement. Tu t'es pas dit... Et de base, on passe par We Events only, Okay. parce qu'il n'y a que les influenceurs de We Events qui voulaient faire le boulot. Et après, on a réussi à convaincre, après 4-5 mois de négociations avec Shona Events, de faire poster Jessica Thivenin. Et à partir de là, vu que Jessica Thivenin, c'était vraiment la référence d'influenceur à l'époque, ça débloque tout le monde et tout le monde est OK pour parler de la culotte menstruelle. Et là, tu as explosé. Pourquoi ? Parce que du coup, tu faisais beaucoup plus de placements, t'éduquais. Ouais.
à l'époque, après, tu pouvais retarget facilement sur, Ouais, sur du et Facebook après, Ads. C'était ça la stratégie, et tout le monde, influx voilà, Facebook. voilà, Facebook, Google, Snapchat, YouTube. En fait, vraiment, on se mettait partout. Et je me rappelle qu'à un certain moment, en fait, tout le monde me disait, mais en fait, on voit Blinks partout, ça commence à nous casser les couilles. Et donc là, je me suis C'est le bon signe. Ouais, en fait, tout le monde connaissait la marque à ce moment-là, c'était vraiment partout. Tu ouvrais Snapchat, tu avais Blinks, tu ouvrais Facebook, tu avais Blinks, tu ouvrais Google, en fait, YouTube, tu avais des pubs Blinks qui passaient. Et donc à ce moment-là, je vois qu'il y a un plafond de verre sur la marque et je me dis, est-ce que je vais rester concentré sur une marque qui est en plafond de verre? Parce que tu as tout tabassé Parce que j'ai déjà sur tout le fait. online. Voilà. Ou est-ce que je vais faire du B2B alors que je ne m'y connais pas en B2B? Ou est-ce que je vais reproduire ce que j'ai fait du coup sur cette marque-là, sur une autre marque, sur une troisième, sur une quatrième, sur une cinquième, sur une sixième, sur une septième, sur une huitième? Et donc, je décide de scaler horizontalement. Donc, avoir plein de marques dans le folio de l'entreprise. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui vont se dire, avec le game des valorisations, ouais, mais du coup, mon entreprise, elle vaut 20, elle vaut 30, elle vaut 40. Du coup, dans leur tête, ils sont multimillionnaires, l'exit, il est certain. Mais un exit est jamais certain. Tant que c'est pas sur la Tant que feuille c'est pas signée, signé et que tu n'as pas reçu le virement, c'est que des... c'est que des projections. Ouais, de la branlette, ouais. Voilà. C'est ça. Et donc, je pourrais te dire, ouais, aujourd'hui, je vaux 100 millions parce qu'on génère 6 millions par mois, 4-5 millions par mois ou 3 millions par mois. Et à la fin, on fait 30-40 annuels. L'année prochaine, on va faire peut-être 70-80. Donc, je suis valorisé à 200. Voilà. Mais ça n'a aucun sens. Parce que si, pour la plupart des marques, je ne suis pas là, bah, elles ne tournent pas. Donc, elles valent zéro, à mon sens. Même si elles rapportent de l'argent, tu vois. Et donc, là, ça va être vraiment tout le chemin vers lequel on va arriver. Donc, on a le scaling horizontal. Donc, lancer plein de marques dans le folio. Mais après, créer des équipes qui vont gérer plusieurs marques. Donc, un peu à la Procter & Gamble. Donc, toutes ces boîtes-là qui ont un folio de marques vraiment gigantesque. Et on a des équipes qui ont des verticales, par exemple la verticale Health, verticale Beauty, etc. Et qui vont aller gérer le portfolio Procter & Gamble en Beauty, folio Procter & Gamble en Health. Et donc ça, c'est des idées de management de business qui viennent de par les études, parce que ce n'est pas des choses que tu vas savoir que ça existe si tu ne viens pas de ce secteur-là. Donc j'ai des potes qui sont chez Procter & Gamble. Et encore plus sur le marché français, quand tu consommes que ça encore aux US, ils en parlent un peu plus. Ouais, la parole commence à se libérer aux États-Unis avec Hormozy qui commence à expliquer tout son plan pour arriver à une valorisation d'1 milliard ou être milliardaire. Donc il explique comment il veut y arriver, donc il parle justement de ces choses-là. Mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment discuté et quelque chose qui est vraiment très abstrait. Pour l'entrepreneur. Après, c'est vraiment très avancé, quoi. Mais comme je disais plus tôt, c'est la différence qui fait en fait entre les personnes qui n'ont pas survécu aux années en entrepreneuriat et aux personnes qui vont réussir. C'est-à-dire cette asymétrie d'information, savoir où tu vas aller demain, en fait, elle te permet d'avoir une vision. Mais même, tu sais, plus que ça, l'envie d'y arriver. Parce que si tu sais pas où aller, tu sais, c'est quelque chose que je disais quand je tournais à 30-40 KD, tout le monde me disait en fait t'es le meilleur. T'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Tu nous racontes comment tu t'es fait débrider le cerveau après comme anecdote. Ouais. Et donc tout le monde me disait t'es le meilleur. Et du coup en fait quand on te dit t'es le meilleur, bah tu perds en fait de vue ton objectif peut-être parce que tu te dis bah en vrai c'est vrai je suis le meilleur. J'ai fini le jeu, voilà. Sauf que c'est vrai je suis le meilleur. Et donc là je discutais avec Vero Micom sur Instagram. Il faisait 5-6 millions par mois alors qu'il avait arrêté l'e-commerce. Il se remet dans l'e-commerce en disant j'ai tout perdu sur FTX. Donc pour ceux qui ne savent pas, FTX c'est une plateforme crypto qui a fait faillite, où il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur argent dedans. Et donc cette personne-là en faisait partie et c'était un ancien e-commerçant qui s'était mis dans le trading crypto, qui a tout perdu en crypto, qui se relance et au bout de 4-5 mois, qui tourne à 6 millions de dollars par mois. Donc là, je me suis dit, bah, je suis une merde en fait. Les gens me mentent. La perception des gens que j'ai autour de moi, elle est faussée. Et donc là, je l'harcèle, je lui dis, frérot, faut qu'on s'appelle. Il m'envoie son IBAN, et il me dit, envoie de l'argent dessus, on s'appelle. Je fais le virement, on fait 1 heure de call. Combien ? Mon frère va me taper dessus.
10 000 euros là. Mais au final, ça a été worse. Très, très rentable. Donc là, à partir de ce moment-là, je me dis, putain, en fait, le mec dépense 1 million par mois sur une boutique. Il a 3 boutiques. Il fait mon chiffre d'affaires mensuel en spend. Et donc, par boutique. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, en fait, non, je suis pas le meilleur. Il faut que j'aille chercher plus. C'est une dinguerie quand même. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Il faut que j'aille chercher plus. Et donc, on discute. Et en fait, tout ce qu'il m'explique, bah, je le connais parce que Souvent, c'est ça. Hein. j'ai l'expérience. Et il me dit, est-ce que tu as des questions? Non, aucune question. En fait, j'avais juste besoin de voir les chiffres. Ah, tu C'était t'es pas... Ouais, parce que tu avais une perception, tu disais, ouais, c'est pas réel. Et pourtant, moi, tout ce qui est barrière limitante, etc., je dis que c'est de la connerie, tu vois, en soi. Genre, tu sais, les gens qui disent, ouais, barrière limitante, mais en réalité, ton cerveau, ton entourage, quand tout le monde te dit, ouais, bah, en fait, c'est bon, bah ouais, c'est bon. Ton cerveau, en fait, tu commences à devenir confortable dans ta... Ça rentre dedans au bout d'un moment. Et C'est donc, plus fort que toi. c'est une zone de confort où tu rentres, et tu sais, c'est comme... tu as les animaux de compagnie, tu as les animaux sauvages. Et un animal de compagnie, tu vas jamais pouvoir le mettre d'un coup dans la forêt, quoi. Il va pas tenir. Et pourtant, c'est le même animal, c'est la même espèce. Et c'est la même chose avec l'humain. Si l'humain devient confortable, ça devient un animal de compagnie. C'est-à-dire que tu vas plus pouvoir le pousser. C'est-à-dire qu'il va devenir confortable, il va avoir sa routine, etc. Si tu vas lui dire, ouais, mais tu peux faire plus pour aller chercher plus, Sarkozy, on lui a craché à la gueule quand il a dit travailler plus pour gagner plus. Pourtant, c'est une réalité. C'est plutôt, plutôt vrai. Et donc, à ce moment-là, je passe de 30-40 cadets à très rapidement 100 cadets. Je crois en 2-3 mois, ça se multiplie. Ça a été quoi la clé? Tu peux nous la partager? Et il n'y a pas vraiment une clé à part le déclic que j'ai eu. Il s'est passé quoi pour que tu augmentes les J'ai spends, augmenté genre les budgets. C'est tout? Ouais. Bah, en fait, quand tu Ça dépenses... a été quoi la métrique? Tu peux nous expliquer un petit peu ta persuasion et puis on peut peut-être enchaîner sur le volet Facebook Ad directement après. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est super important. C'est que dans tous les cas, tu vas avoir ton algorithme Facebook et il faut travailler avec ton algorithme Facebook. Parce que l'algorithme... En fait, je dis que Facebook, c'est un très bon employé. C'est un employé qui est exceptionnel. C'est-à-dire que ça va être peut-être le meilleur employé de ta boîte. Parce qu'en fait, l'algorithme est tellement puissant que ce qu'il fait, c'est jamais de la connerie. Et c'est toujours, en fait, tu lui donnes un input et en fonction de ce que tu lui donnes, il va te donner le meilleur output possible. Et donc, en fait, l'algorithme de Facebook, quand tu l'optimises pour les ventes, tu vas lui donner des créatives et lui, il va essayer de maximiser en fonction des probabilités, il va maximiser les dépenses sur les créatives qui pensent vendre le mieux. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, écoute, tout ce que Facebook me dit, je le respecte. C'est-à-dire que s'il dépense sur une créative, même si elle n'est pas rentable, il pense que cette créative-là, c'est la créative qui a le plus de chances de vendre le mieux. Donc, je vais améliorer cette créative-là. Et je ne vais pas forcément aller essayer de scaler une créative qui a 3 grosses, mais qui dépense 20 euros, 30 euros, et dès que j'essaye de la scaler, elle se casse la gueule. Donc je me dis, si Facebook décide parce que je fonctionne énormément en CBO, donc Campaign Budget Optimization, Facebook décide le budget entre les différents adsets. Je fais pas beaucoup d'IBO, même si il y a beaucoup de gens qui le font, c'est un débat et ça reste des écoles et des pensées différentes. Et donc à ce moment-là, en fait, je me dis, écoute, Facebook me dit que ça dépense le plus, donc Facebook pense que cette créative-là a le plus de chances de convertir. Donc, je vais travailler sur cette créative-là, le script de la créative, le hook, etc. Et je vais l'améliorer. Ça est quoi le process? Tu reprends ta créative qui a Facebook, t'as fonctionné ou plus peine dessus. Et dessus, tu vas modifier ton hook. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? C'est quoi? Après, je fais ce qui s'appelle de l'itération. Donc moi, je la fais un peu de manière bourrine. J'ai pas vraiment de méthodologie sur ça. À l'instinct, à force voilà, de voir je considère qu'il y a énormément d'instinct en marketing. C'est-à-dire que tu peux pas venir et avoir une formula de marketing. C'est un peu de la folie interne dans ton cerveau. Et tu vas essayer en fait d'avoir une façon de faire ressentir des émotions au client. Parce qu'en fait, il faut que le client ait le plus d'émotions possible pour appuyer sur le bouton achat. Donc, que ce soit de la peur, de la joie, tu essayes de répondre à ce besoin d'émotion constant en fait, du client.
Et il y a une autre chose que j'ai compris aussi, c'est que vu que j'étais pas focus sur le marché américain, on le voit pas forcément, mais on est dans une économie de l'attention. C'est-à-dire que, en fait, quand tu regardes sur les réseaux, tu as énormément de dopamine. Si tu slides TikTok, Instagram Reels, tu as énormément de dopamine et tu peux te perdre des heures dans ça. Et donc moi, je me suis dit, au lieu de rentrer dans la dopamine juste pour la dopamine, je vais commencer à analyser tout ce qui est Reels, etc. Et donc, je prends l'Instagram de ma mère, je prends l'Instagram de ma sœur, je prends l'Instagram de tout le monde, en fait, dans mon entourage féminin, et je vais regarder leurs Reels, leurs TikTok. Et je vais analyser quelle dopamine ils ont, en fait, avec quoi ils réagissent, etc. Et je rentre dans le personnage un petit peu plus, et je me dis, il faut que mon contenu en sponsorisé apporte cette dopamine-là. Parce qu'en fait, si tu n'apportes pas la dopamine nécessaire, comment tu vas te démarquer du contenu organique ou d'un contenu qui est meilleur, tu vois. Et donc, c'est en ça que MrBeast, par exemple, c'est une très bonne inspiration pour vos ads, que les très gros créateurs sont des bonnes inspirations pour vos ads, parce qu'ils maîtrisent en fait tout ce qui est... T'as un top comme ça à nous donner, un top 3 à chaud comme ça. T'as dit MrBeast. En vrai, MrBeast exceptionnel, et je regarde vraiment MrBeast parce qu'il donne beaucoup de tendances. Et après, je regarde vraiment Instagram, les créateurs voyage. Les créateurs voyage, ils ont vraiment beaucoup de bonnes façons de faire des cuts, etc. Et après, ceux qui font des outfits of the day surtout. Mais là, c'est vraiment le feed, etc. Donc, j'aurai pas des noms. Mais MrBeast exceptionnel sur les cuts vidéo, etc. Même sur ses reels. La cadence, elle est superbe. Moi, j'adorerais, j'ai eu débat avec mon associé Hugo, qui a vraiment un travail de back-end et on voit tout l'envers du décor de MrBeast. Enfin, moi, je regarde pas forcément, je suis pas client, mais je vais regarder pour ma veille et devenir meilleur en marketing, tout comme toi. Mais t'imagines, genre, s'ils se mettraient à faire du contenu, ils expliquent vraiment tout le process interne. Ah, mais ce serait une folie. Ce serait une Et folie. de toute façon, tu le vois, je crois que ça avait fait de buzz sur Twitter. Il y a une vidéo qui montre en fait tout le back-end qu'il a avec tous les écrans, etc. Le nombre d'employés qui analysent tous les moments qui se passent dans la vidéo, c'est une folie. Genre, il a vraiment une data analyse sur ses propres vidéos qui est folle. Et j'avais vu qu'il backtestait, enfin qu'il faisait de l'A/B testing de créatives sur Facebook Ads à un certain moment. Et il allait tester des créatives et voir en fait laquelle faisait le meilleur CTR, etc. Et il allait la choisir pour les vidéos YouTube. Donc j'avais vu un thread comme ça sur Twitter à un moment. Donc ça prouve qu'en fait la data elle est super importante. Et donc je sais plus ce qu'on racontait. Enfin la question de base. Sur créatif plutôt. Donc l'itération de tes trois créatifs. Voilà, donc l'itération ça va être du feeling. Donc on va tester bien sûr plusieurs hooks. On va tester différentes façons d'éditer les images à l'intérieur du body. Donc en fait une créa, je pense que vous en avez déjà discuté dans 100%, tu as body, enfin hook, body, CTA. Et donc en général, le plus important c'est le hook parce que c'est ce qui va en fait permettre à Facebook de targeter, ou TikTok, de targeter les personnes parce que quand tu regardes ton feed, tu réagis avec du contenu. Tu réagis avec du contenu. Mais en général, tu vas slider. Tu sais, c'est comme sur Tinder. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et à la fin, Tinder, il sait quoi te proposer. Et ben, c'est exactement la même chose sur Facebook. Tu slides. Après, tu te stops. Bam. Et donc, en fait, il va voir quel type de hook tu as fait interagir. Et il va te proposer de plus en plus ce type de hook-là. Et après, le contenu, en général, les hooks vont avec le body, quoi. C'est très rare que des bonnes créatives en organique ou en paid ads, tu as un hook what the fuck et à la fin, en soi, tu n'as pas une très bonne rétention en général. Et donc, beaucoup de travail sur ça, mise en place d'un process, recrutement de personnes qui vont s'occuper juste que de ça, avec des calls hebdomadaires, on va les superviser, voir ce qui est amélioré, leurs difficultés, etc. Et petit à petit, en fait, tu as... Combien de personnes à peu près sur ton pôle créatif comme ça ? 5-6. Donc on a 2-3 créatifs stratégistes, après des éditeurs. C'est quoi ton process pour les recruter ? Alors j'ai recruté une personne qui était déjà très expérimentée dedans. Et après j'ai recruté deux personnes qui n'étaient pas expérimentées, mais qui avaient un petit background dans l'e-commerce. Et en fait je les tiens par la main comme à l'école. C'est-à-dire que en fait, c'est vraiment comme si tu apprenais les mathématiques ou une langue. Et tu dois devenir bon dans... T'as déjà donné des cours particuliers pour l'école ?
À l'école, ouais, je donnais à Ouais. des collégiens. Donc c'est des un petit cours peu le même particuliers. principe. Mais c'est à peu près le même principe. Et en fait, c'est énormément de devoirs à faire. C'est-à-dire, tu dois m'écrire 10 scripts pour demain. Il faut que les scripts ils respectent telle condition, telle condition, telle condition. Et je vais te noter tes scripts. Est-ce que c'est un A? Est-ce que c'est un B? Est-ce que c'est un C? Est-ce que c'est un D? Et si la majorité de tes scripts, c'est un D, ça va barder pour toi. Je vais devoir te punir. Mais vraiment comme à l'école. C'est-à-dire que ça, c'est pas bien. Et si t'es pas bien pendant 2-3 mois, bah, je suis désolé. Tes notes, elles sont pas bonnes. Tu peux pas continuer dans ce domaine-là. Donc et j'ai eu de la chance, les profils jouent le jeu. Ils jouent vraiment le jeu et du coup, ils se font aussi tirer vers le haut par la personne expérimentée. C'est-à-dire qu'ils peuvent voir ce que la personne expérimentée fait. Et ils ont un accès à toute la data, donc des résultats des publicités. Donc ils peuvent voir en continu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc se baser sur ça. Tu leur donnes donc un accès à tes business managers, etc. Exact. Ouais. Ils ont tout. En view only, ouais. Donc En view only, ouais. ouais, ils ne peuvent pas toucher aux publicités, etc. Mais ils ont une visibilité totale de ce qui se passe. Les dépenses, le ROS, les CPC, les CTR, les CPM, ils voient tout. Comme ça, eux, ils font leur analyse en fonction de ce que je leur ai expliqué. Et ils peuvent voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quel angle fonctionne, à quelle cadence, en général, quelle longueur de vidéo, etc. Et donc, pondre des scripts en fonction de ça. Et petit à petit, ils deviennent meilleurs. Bah en vrai, ça pourra me faire la bascule sur le côté beaucoup plus exécutif et comment tu fais pour gérer autant de personnes, et même en général dans ton business, parce que tout le monde est focus sur l'accès marketing only, mais en vrai, le vrai glitch, c'est l'exécution, comment tu es organisé en interne et le recrutement. C'est, à l'heure actuelle, comment tu fais pour gérer tout ton folio? Là, tu nous as parlé du pôle créatif, mais c'est quoi la vision et comment tu fais pour gérer? Et est-ce que même tu es associé, tu n'en as pas forcément parlé tout à l'heure, c'est quoi ta structure globale et comment tu processes un petit peu dans une journée, la journée de Fouad quand il travaille, quoi. Comment ça se passe? Alors, avant, j'étais un peu le couteau suisse où je faisais tout. Et c'est jamais bon, c'est une course au burn-out. C'est-à-dire que tu vas faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis tu vas avoir besoin de prendre beaucoup de vacances, te reposer. Et c'est justement dans ce cas-là où, comme on disait avant, bah, sur les 8 ans, bah, tu vois des personnes qui cassent et tu vois des personnes qui arrivent à tenir, mais qui commencent à avoir des lacunes, à stagner, etc. Donc avant, c'était un peu mon cas parce que je ne trouvais pas des personnes qui étaient vraiment dedicated, qui avaient vraiment l'envie de bosser pour une entreprise. Et donc, j'arrivais pas à leur donner une vision. Et tu sais, t'as le fait aussi que les entrepreneurs d'aujourd'hui, enfin, les entrepreneurs d'Internet, c'est des mecs très jeunes. Moi, je les appelle les money makers online Voilà. comparés aux entrepreneurs. Donc, les money makers online, comme tu dis, c'est des personnes qui sont assez jeunes. Et quand tu es jeune, c'est difficile d'instaurer le respect dans une entreprise. D'avoir une culture de compagnie qui est forte quand on bosse à 25 ans. Et quand tu regardes dans les années avant, bah, j'avais 22, 23, 24 ans. Donc c'est très difficile. Et quand tu dois recruter des personnes qui ont 22 ans, 23 ans, bah, ils se disent pourquoi il me fait chier, il a 25 ans. Je pourrais être à sa place, quoi. Et donc, naturellement, suite à des petits problèmes de gestion qu'on avait en interne, mon frère qui a été consultant en stratégie est venu m'épauler. Et il a un peu tout restructuré en tant que CTO. Donc tout ce qui est process, etc. Donc au début, on était très focus sur l'optimisation interne de l'entreprise sans recruter. Parce que les ressources humaines, c'est un vrai boulot. Il faut être très bon aux ressources humaines pour bien gérer une compagnie. Pour qu'on s'imagine à cette époque-là, vous étiez combien à peu près? En fait, on passait que par des Freelance, ouais, que externe. par des Donc il y avait freelances, des toi, prestataires, moi et Only. moi qui Ok. gérais en fait. Toi et full presta. Voilà, etc. exactement. Et ton frère est venu de Donc rejoindre. mon frère est venu, il nous épaule. Et là, il commence à structurer un peu la société et on structure sur de l'automatisation, en fait. On fait énormément d'automatisation de process, c'est-à-dire des process qui étaient faits à la main, qui étaient lourds, mais qui pouvaient être automatisés. Donc, Quand on ship autant de colis, même en termes de SAV, etc., ouais, voilà. normalement, il faut je ne sais combien de personnes. Donc déjà, sur le SAV, on a commencé à recruter énormément. Là, par exemple, on est en train de développer depuis un petit moment un SAV automatisé, fully automated, donc vraiment qui va pouvoir faire les remboursements clients selon des règles, qui va pouvoir faire les retours clients selon des règles, qui va vraiment pouvoir prendre tout
toute l'envergure du SAV en back-end, parce qu'il y a beaucoup de chatbots. Mais bon, les chatbots, c'est vraiment juste le front du SAV, c'est pas le back. Et donc vraiment répondre à toute la question du SAV et résoudre en fait le problème de on répond aux clients en retard, etc. Et quand tu scales à ces niveaux-là, c'est-à-dire que là actuellement, comme je t'ai dit, le mois dernier, on a fait 6 millions en août. Là, on va faire, je pense, 4 millions en septembre. Quand tu arrives à ces chiffres-là, c'est gargantuesque pour le SAV. Gargantuesque. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Je pense que Par jour, vous shippez combien de commandes? Par mois, je crois qu'on est aux alentours de 60 000 commandes, 70 000. Sur toutes les brands réunies. Et donc, en fait, ça fait que tu reçois par brand, en général, 500 emails par jour. C'est énorme. C'est énorme. À traiter, c'est énorme. Et donc, c'est soit tu scales verticalement ton SAV, et donc tu recrutes énormément de personnes, et donc c'est de la gestion RH en plus. C'est plus de problèmes, c'est de la formation, c'est des humains. C'est je suis malade, c'est ouais, mais j'ai mon bébé, ouais, mais j'ai dû me déplacer ici, j'ai ça, etc. Et donc, très compliqué d'être toujours on point. C'est le problème notamment de beaucoup de business qui reposent sur l'intérimaire, donc l'aéroportuaire, où en fait tu dois toujours avoir de la force capable de venir pour remplacer des personnes qui ne seraient pas là, pour répondre aux besoins en main-d'œuvre. Et donc on a décidé en fait juste de passer sur du SAV automatisé. Donc on a vraiment travaillé sur une solution développée, etc., qu'on teste en interne d'abord, pour répondre en fait à ce problème-là, parce qu'en fait, une des questions majeures du scaling, c'est la gestion en interne et donc la ressource humaine. Et pour nous, c'était le SAV. Parce que la logistique, on passe par un 3PL avec qui on a l'habitude de travailler. 3PL, third party logistique. Donc c'est un fulfillment center. Vous pouvez taper sur Google en vrai. Grosso modo, tu as souvent les personnes en Chine, c'est un 2PL qu'ils utilisent, et 3PL, c'est quand tu as du stock ailleurs. Voilà. Brièvement. Et donc, on a un 3PL qui est vraiment efficace, enfin plusieurs. Un pour nos marques en France et Forcément. un pour l'international. Très efficace. Donc, sur la gestion d'envoi, on n'a pas vraiment de problème. Sur la gestion de stock, on a des agents d'achat, en fait, j'appelle ça comme ça, mais des responsables achats qui vont s'occuper, en fait, de faire des stocks en prévisionnel en fonction des volumes, en fonction des expectations de croissance et en fait donc des prévisions. On essaye d'avoir des prévisions plus ou moins réalistiques et atteignables. C'est quoi, genre comment tu arrives à quantifier ça, même par rapport à quand tu vas scaler, genre c'est au feeling, c'est comment? Bah en fait, vu qu'on travaille avec la Chine depuis quand même pas mal de temps, on a quand même des très bonnes relations avec la Chine. Donc les usines en général nous respectent dans le sens où on leur dit bon bah il se peut qu'à tout moment en fait on passe de 100 000 euros de CA mensuel à 1 million. Parce qu'en fait c'est suffit d'un déclic en créative, en stratégie, en offre. Et d'un coup, ça explose. Tu sais, tu as des marques qui passent vraiment de zéro à tout. Même tu trouves un nouveau plateau à chaque fois, voilà, comme je suis en train de refaire. Tu trouves un nouveau produit sur ta marque qui va vraiment tout débloquer et en fait, qui va te faire exploser. Donc, on a en fait des case studies sur nos marques qui permettent en fait d'étudier la croissance attendue. Mais après, bien sûr, ça peut vraiment être vraiment explosif et scaler vraiment très très fort. Mais en général, on reste avec les capacités de production des usines. On ne va pas scaler plus fort qu'une usine peut. Et après, une fois qu'on max out en fait, la capacité des usines, on va essayer de trouver en fait, d'autres usines ou de voir un moyen pour que l'usine fabrique plus, etc., plus rapidement. Et quelque chose qui est super important, c'est les modalités de paiement du coup, avec les usines. Même nos partenaires logistiques, on a des modalités de paiement qui nous permettent de scaler parce que sinon en fait la gestion de cash elle est super compliquée. On n'a pas de ligne de trésor, enfin de ligne de crédit sur Facebook. Donc en fait tous les jours, on doit dépenser entre 50 et 100 000 euros par jour sur Facebook. Donc, ouais. Quand tu as le week-end qui vient, les cash out qui viennent pas le week-end, bah, tu es obligé d'avoir ta trésorerie pour le week-end. Tu sais, les gens ils vont se dire ouais mais il y a de l'argent vu que ça fait 200 K day, etc. Mais oui et non, en fait tu es obligé d'avoir une gestion de trésorerie à ce niveau là
Et donc, pareil, ça, on a une automatisation sur la gestion de trésorerie qui nous permet en fait de calculer quand est-ce qu'on peut payer de la prod, quand est-ce qu'on ne peut pas payer de la prod, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été présenté aussi à nos partenaires. On leur a montré tous les chiffres du business et on leur a dit en fait, c'est soit on travaille comme ça, vous faites de l'argent, on fait de l'argent, c'est win-win, soit on va se tirer dessus et on ne va pas réussir à scaler, quoi. Et donc quand on a réussi aussi à expliquer cette vision-là de la vision interne avec les Chinois, justement, ça nous a permis aussi de scaler énormément sans se prendre la tête énormément. C'est-à-dire que les Chinois, si tu parles bien avec eux, si tu leur expliques tes problèmes et que tu as une bonne confiance avec eux, ils vont résoudre beaucoup de problèmes pour toi. C'est-à-dire que tout ce qui est achat, fulfillment, ils vont s'en occuper pour toi, si tu as des bonnes équipes avec eux. Ils vont te faciliter sur le SAV parce que le service de logistique et de livraison va être bien mieux. Tu vas avoir des produits de meilleure qualité, donc moins de retours, moins de litiges, moins de risques de te faire sauter sur tes processeurs de paiement. Et donc, tu as une structuration interne à faire et une structuration externe avec tes partenaires. C'est-à-dire qu'une fois que tu es structuré en interne, il ne faut pas oublier que tes partenaires aussi, tu dois les faire level up. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir et dire « je veux faire 6 millions, 10 millions, 20 millions de CA mensuels » sans amener tes partenaires vers le haut parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ces volumes-là. Il faut qu'ils trouvent ta vision. Il faut qu'ils trouvent ta vision et il faut que tu les accompagnes à s'améliorer. Au même titre que tes employés, voilà, ton personnel et en tes fait, associés même. Voilà, à la fin, c'est comme si c'était des employés, tes prestataires externes. Moi, je les traite comme des employés, c'est-à-dire je viens dans la conversation, je les embrouille, je leur dis ça c'est pas fait, ça c'est pas bien fait, ça c'est pas bien fait, ça c'est pas bien fait, comme je le ferais avec des employés, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait. Je leur set up un call, on fait une synchronisation, on améliore parce que sinon ça va pas tenir. Et donc, de toute façon, tu peux te permettre vu que tu es souvent top spender chez eux. Top spender, top client. Top client en général. Mais c'est une notion qu'il faut avoir. Et pareil, ça revient encore avec le cycle en fait, des études. C'est une notion c'est une vision que tu n'as pas forcément si tu n'as pas l'information qui vient. Si on ne dit pas, ouais, en fait, il faut structurer. Tu sais, il y a énormément ce débat sur Twitter en ce moment. Tout le monde parle de marketing, mais personne ne parle de structuration. C'est pour ça qu'on en parle ici, parce que c'est le game changer et c'est ce qui permet d'atteindre ces niveaux de scaling, parce que sinon c'est juste impossible. En fait, tu sais, c'est ce qui te permet de ne pas exploser. Je parlais avec, mon frère parlait avec un de ses partenaires quand il était encore consultant et il lui expliquait ce qu'on faisait. Et le partenaire, il disait, ils vont pas durer. Et il avait raison. Si on se structurait pas, on aurait explosé. C'est-à-dire que si tu scales et que tu n'as rien qui... En fait, tu sais, c'est comme une voiture. Tu accélères. Et en fait, tu n'as pas fait les révisions sur la voiture. Et donc, tu prends un virage, la voiture, elle glisse, bam, tu te prends le mur. Et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es tellement à une vitesse rapide, si tu n'as pas les atouts pour changer de direction quand il faut changer de direction, tu vas te prendre le mur. Et si tu te prends le mur, c'est trop tard. Parce que si tu te retrouves avec une de nos plus grosses années, c'était, je ne me rappelle plus très bien. 12, 13, je ne me rappelle plus. Le luxe, le flex. À l'époque, maintenant on fait plus, mais c'était vraiment à 100%, quoi. Même à 120, 130, 200%, on était H24 à fond. Et si on n'était pas à fond, on risquait en fait d'exploser, quoi. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup d'entrepreneurs. Ils scale, ils font 20, 30 quadrilles, et après en fait ils n'arrivent plus à tenir. Ils n'arrivent plus à tenir. Et du coup, à un moment, ils fatiguent. Parce que c'était eux le couteau suisse qui gérait tout. Et ça descend. Tu fais encore beaucoup de choses toi-même. Tu sais, quand on en parle souvent. Par exemple, quand tu dois relancer un projet ou un truc en tac-tac, tu préfères faire toi-même. Comment ça vient, cette persuasion des fois, je préfère le faire moi-même et que ce soit fait en moins de 24 heures que d'attendre des gens qui vont me dire... Tu relèves les manches et... Voilà. Mais c'est super important parce qu'en fait, ça permet aussi de montrer aux employés que tu es toujours là, tu es toujours présent. Et tu sais faire. Et que, puis tu n'es pas déconnecté en vrai de la réalité. Et que surtout, en fait, ils se disent « Ah ouais, en fait, il est encore là. » Ouais, il peut mood perform en 2 secondes, quoi. En fait, c'est pour ça qu'il est à la tête du truc, tu vois. C'est comme les partenaires en cabinet de conseil. Quand tu parles avec des juniors, des seniors, etc., devant le client, ça peut bégayer un petit peu, mais tu mets le partenaire, peu importe ce qu'il a à gérer, il va le gérer.
Et en général, quand tu as un junior ou un senior à côté d'un partenaire, il va se dire ah, c'est pour ça qu'il est partenaire. C'est pour ça que c'est un des boss de l'entreprise, tu vois. Et donc, c'est super important de pouvoir montrer ça aux équipes, parce que sinon, les équipes, elles vont se dire ouais, bah, en fait, c'est moi qui gère tout. Sans moi, ça ne tourne pas. Et à la fin, en fait, tu as beaucoup d'hubris de la part des équipes. Et c'est à ce moment-là où ça devient compliqué pour la RH, enfin, pour les ressources humaines. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont plus vouloir travailler, parce qu'ils vont se dire je ne suis pas payé à ma juste valeur. Je vaux plus, parce que je fais un truc que personne ne peut faire à ma place. Alors que quand tu viens de temps en temps et que tu leur montres que tu peux le faire mieux qu'eux, plus rapidement, plus efficacement, bah, ça leur donne envie de se dépasser. Et ils se disent, en fait, je ne suis pas à l'abri d'être remplacé un jour. Ouais, ils ne se rendent pas irremplaçables. Et donc ça, c'est super important. Et donc la structuration a été vraiment axée sur l'automatisation, du coup, comme je disais, des process en interne. Du coup, tu as pris des développeurs, quelqu'un dev en interne chez toi. Ouais. C'est un espèce de CRM, ouais. grosso modo. Bah, on a une database qui a été mise en place. Ça, c'est vraiment mon frère qui gère tout ça. Dû à lui aussi ses études, son background, et son boulot, qui est venu rapporter sa vision là-dedans. Et mais ça va, c'est pas trop compliqué bosser entre frères comme ça. Non, après on a une très bonne éducation, tu sais, nous, l'argent, le boulot, etc., ça nous a jamais séparés. C'est-à-dire que nous, quand on s'embrouillait à la maison, ma mère, elle vidait une pièce en entier, elle nous mettait dans la pièce, elle nous disait vous sortez que quand vous êtes réconciliés, quoi. Et donc en fait on n'a pas de chose qui peut en fait casser ces liens et se dire ouais, en fait il y a de l'argent, ah ouais, mais en fait lui il est en train de faire ci, etc. Tu sais, mon frère il est focus sur l'entreprise e-commerce. Moi, quand j'ai des side business que je vais faire, parce que j'aime bien entreprendre, j'aime bien essayer d'aller chercher plus loin, de me dépasser, découvrir de nouveaux business, il va pas mal le prendre que je disparaisse pendant 1 mois, 2 mois et qu'il a à gérer la boutique, quoi. Ça arrive, ça arrivait plusieurs fois. Et dans d'autres cas, ça aurait pu casser vraiment toute une entreprise, tu vois. Je gère l'entreprise sans moi, quelques mois, je reviens. Ouais, c'est compliqué avec quelqu'un qui est plus externe au business ou qui serait pas quelqu'un de ta famille, je pense. Voilà, c'est ça. Et expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas de ta famille non plus, c'est compliqué, quoi. Je gère la boutique, j'ai toujours mes parts. Toi, tu as toujours tes parts, pareil. Tu as moins de parts que moi, je reviens dans... tu vois, j'ai des trucs à faire. j'ai des trucs à gérer, je reviens dans 3 mois comme un cow-boy. Et... ça se passe tôt. Donc ça se passe plutôt bien du coup avec mon frère en vrai. Il a ses choses à gérer, j'ai mes choses à gérer. J'interviens pas dans ce qu'il fait, il n'intervient pas trop dans ce que je fais. C'est-à-dire que s'il a des questions, s'il a besoin d'aide, moi je vais lui donner ma vision bien sûr. Parce que j'ai une vision qui est quand même 360 sur le business e-commerce en général. Je peux demander des informations à droite à gauche parce que j'ai un bon réseau. Ouais, on a ce problème-là, on a ce problème-ci, toi tu l'aurais géré comment, etc. Mais en général, sur l'opérationnel qu'il déploie, c'est pas moi qui vais lui dire non, tu es en train de mal faire ton boulot, etc. Je vois comment c'est, on discute, ouais, ça pourrait être amélioré de telle façon, je pense. Ok, on va y aller, etc. Tu vois. Et du côté marketing, pareil. Et tu me disais comment tu fais pour gérer autant de choses et comment tu as réussi. Moi, mon pôle, c'est le marketing. C'est-à-dire que moi, je me suis délégué vraiment tout le reste. C'est-à-dire que ça a été enlevé de ma responsabilité. Moi, ma zone de génie, c'est vendre. Et donc, je me concentre sur ma zone de génie, je ne vais pas me concentrer sur le reste. Et ça revient aussi au fait, on en discutait une fois, sur le fait de pourquoi j'arrive à scaler, à avoir un folio assez vertical ou horizontal, où je prends plusieurs marques que je scale, parce qu'en fait, je vais me focus et je vais faire les 20% qui permettent de générer les 80% sur une marque, puis je vais passer à une autre, puis je passe à une autre, puis je passe à une autre. Et le back-end, c'est pas mon souci. En fait, c'était mon souci avant, mais maintenant, c'est plus moi qui le déploie, c'est plus moi qui vais optimiser toutes les séquences mail, etc. Et il y a vraiment, du coup, une équipe à chaque fois qui vient travailler dessus et qui va faire, en fait, les 80% restants pour que la boutique devienne vraiment une marque établie, qui dépasse en fait les autres boutiques sur le marché, etc. C'est là où on voit l'expérience de 8 ans d'e-commerce, où c'est beaucoup plus simple maintenant. Parce que quand on en avait parlé, je te disais, mais je sais pas comment tu fais, mais aussi tu m'as dit, bah, tu as un peu mon expérience dessus. Donc moi, pour le moment, je suis vraiment focus que sur une seule boîte.
Et par la suite, je pense que peut-être je ferai exactement pareil. Et c'est de l'accumulation, tu vois. Mais toi, t'as mis combien de temps avant de faire ça en gardant Blinks? Euh, Parce que t'as aussi Maybe, Il y a eu Blinks, ensuite il y a eu Maybe. Et donc Blinks et Maybe, c'était énormément de focus. full marché FR. Il n'y Ouais. avait que ça. Ouais. Et après, C'était énormément de décalé. focus, donc euh, parce qu'on était en train de structurer tout en intérieur, hiérarchiser, dire tel pôle va être géré par telle personne, de telle façon, etc. Suivre que c'est bien géré, suivre que c'est bien établi. Et ensuite, une fois que ça fonctionne plutôt pas mal, bah moi, je leur ai dit, écoutez, c'est bon, on a fini ce qu'on avait à faire sur la structuration. Blinks Maybe, ça tourne. Maintenant, c'est soit on consomme, soit on est consommé, comme je disais tout à l'heure. Donc, il faut qu'on aille chercher des nouveaux marchés, il faut qu'on aille chercher des nouvelles marques. David Forgatti, justement, il disait ça. Si il était resté sur les couvertures lestées, ouais, ZOD. il n'aurait jamais eu ZOD. Et il a vu une opportunité sur ZOD et il s'est dit, pivotage 360, on part sur ZOD. Et c'est ce qui fait de lui un multimillionnaire aujourd'hui, quelqu'un de reconnu, quelqu'un qui est devenu très fort en marketing, parce qu'il a énormément appris avec ZOD. Et donc, dans Il a influé combien de brands maintenant d'ailleurs? je sais pas, De toute façon, il se positionne il investit- advisor, maintenant etc. il est en ouais. advisor avec Shark Tank en Australie, donc Ouais. il a plein de marques sous son folio, il va prendre des pourcentages et les aider à scaler. De toute façon, souvent la stratégie, Et pour Qui aller se fait, plus loin, c'est ouais. souvent la stratégie. Pour le moins, on en parlera peut-être. le moins de boulot pour le après, plus de résultats. Ouais. Et Tu veux faire ça plus tard? je sais pas. Ça dépendra en fait vraiment du feeling avec les personnes, je pense, et du feeling avec les projets. Parce que faire quelque chose que j'aime pas, c'est pas quelque chose que je fais en général. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tous les produits que je fais en général, j'ai un bon feeling avec eux. Tu me diras la culotte, ouais. Bon, la culotte, j'avais pas Non, forcément. mais il y a de la recherche derrière, tu Il y a- vois ce que je veux dire? Il y a Ouais, une j'avais pas réflexion. forcément un feeling particulier avec la culotte, mais pour moi, c'était vraiment un produit utile qui répondait à un vrai problème, tu vois. Et petit à petit, bah, les soins cheveux, il y a une vraie demande. Moi, je consomme mes propres soins cheveux, du coup, c'est super bien. Et du coup, tu es content de voir que les gens utilisent ton produit, ça change la vie de certaines personnes. Ça a été quoi justement la démarche en R&D en cosmétique? Comment tu prends une niche et comment tu vas te spécialiser là-dedans comme tu as fait pour la culotte, comme tu as fait pour la cosmétique? Et maintenant, en vrai, tu fais quasiment que ça pour de la cosmétique dans d'autres Ouais. marchés, c'est ça? Exact. Donc là, je suis vraiment focus beauté et health. Par exemple, je connais des gens qui vendent de la déco. Je leur dis, bah, moi, la déco, Ouais, on les embrasse. je pourrais jamais vendre de la déco, quoi. Même moi, je suis Ouais. focus dans mon secteur et Dans ton secteur, tu vas te lancer plus particulièrement et tu es plus propice à lancer des business dans ton secteur que dans d'autres secteurs où tu n'es pas forcément moins bon, mais tu as moins d'affinité dessus, quoi. Et je sais plus c'était quoi la question. comment tu choisis ça et comment tu deviens vraiment expert et ce qui t'a permis d'enclencher de la R&D sur Ouais, les donc produits. comment la R&D se passait sur Maybe. Donc déjà, on a une partenaire sur Maybe qui est Focus Produit. Donc, Elle est en full time là-dessus, non? majoritairement Ok. produit. Donc c'est vraiment sa responsabilité, le produit. Moi, j'y connais rien en cheveux de base. Moi, de base, je me lave avec du Head and Shoulders ou du Axe ou n'importe tout ce qui tombe sous la main. Bah, Comme beaucoup d'hommes, quoi. Voilà. Non. Mais c'est pas le cas pour les femmes, il y a un vrai problème. Et donc en fait, le vrai problème, c'était que la plupart des produits actuels sur le marché, plus maintenant parce que ça commence à évoluer, étaient des produits avec sulfate et d'autres composants qui sont mauvais pour les cheveux à long terme. Et donc on est parti sur des soins. D'abord des soins, on avait un produit, c'était un soin Botox, parce que c'était une trend qui commençait à vraiment monter en capillaire. Comment tu féminin. as détecté la traîne en vrai? Pareil comme Produit, Blinks? non. Partenaire produit qui Ok. était sur le produit qui nous a Contact. dit le Botox en ce moment c'est top. Donc au début on a fait du repackaging de Donc white labeling. marque blanche. Ouais. Voilà, on a fait du white labeling. Et en parallèle on était en train de développer la formule. Donc un développement de formule ça prend... Ouais, mais le white label a pu pusher l'offre, etc. Voilà, T'as c'est ça. Donc validé on a pris et de la t'as data, développé. etc. en parallèle. Moi je recommande toujours avant de lancer une grosse prod, etc. de valider le produit. Je connais des gens, ils commandent pour des 100 000 euros de Ouais, produits. mais même lance le produit en précommande et au pire du pire, rembourse les changes. Ah oui, ça c'est quelque chose que je fais énormément, c'est que je vais lancer le produit, même funnel qu'un concurrent, 4-5 jours, voire 10 jours, voir comment ça tourne,
quels sont les retours clients sur les pubs, etc. Qu'est-ce qui fonctionne. Voir si je suis capable de le reproduire de mon côté aussi. Et même si c'est worse, tout simplement, en coût d'opportunité de ton côté maintenant, avec le luxe que tu as d'avoir autant de projets. Voilà. Et donc, le R&D, après, c'est une partie vraiment importante. Tu sais, il y a beaucoup de marques qui vont se différencier par l'efficacité de leurs produits. Je pense à Revitalash. C'est un household name comme il y en a très peu dans la pousse des cils. Et c'est parce qu'ils ont une formule qui fonctionne énormément. Ils ont un ingrédient dans leur formule qui est super, super cher et qui dose vraiment pas mal dedans. Et donc, tout le monde commande du Revitalash. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de marketing pour vendre. C'est-à-dire qu'ils sont en B2B, ils sont partout et tout le monde achète. Et donc, c'est super important de faire de la R&D et de petit à petit faire des produits qui sont qualitatifs. Parce qu'en fait, ça va te permettre, pour les entrepreneurs qui commencent et qui évoluent dans le temps, en fait, de tenir. C'est-à-dire que si tu as un bon produit, tu as commencé avec un produit plus ou moins OK. Tu valides un MVP rapidement. Comme partout. Tu valides une première version, tu la ship, tu as les retours clients, tu l'améliores. Petit à petit, en fait, tu as une valeur ajoutée qui est totalement différente de toutes les marques sur le marché. Et du coup, tu as une offre, tu as une valeur ajoutée qui est super forte. Et du coup, tu prends le marché, tu es leader, quoi. Et après, tu craques les spends un petit peu comme toi, une fois que tu as des bonnes créatives. Et surtout, la récurrence et la LTV qui va venir jouer énormément. Parce que exemple, toi, c'est ce qui fait que ça valorise autant tes entreprises d'aujourd'hui. Sur Blink, je crois qu'on est à 40% de récurrence client. C'est énorme. Sur Maybe, qui est une marque qui est quand même assez jeune, on est entre 25 et 35%. C'est énorme. Et on n'a pas mis de système d'abonnement sur Maybe. Tu l'as mis aussi ailleurs. Ouais. Si tu peux en parler un peu. Ouais, donc on a une nouvelle marque sur laquelle on a. Donc c'est un rebranding d'un produit de Maybe qu'on a poussé sur les marchés anglophones. Du coup, tu es expert sur ta niche et tu peux rebrander et renvoyer sur un autre marché. Exactement. Donc c'est ce qu'on a fait. Et les chiffres sont vraiment astronomiques. On est passé de 100K le premier mois. On a commencé très récemment. Et après, on est passé à 1,6 million en très peu de temps. Donc d'ailleurs, le dashboard, il est sur Twitter. Je l'avais posté. Et on a mis le recurring quand on a vu que ça prenait vraiment. Parce qui m'a fait mal à la tête, les gars. Ce qui est bien, c'est je suis là, je suis en train de bouffer mon PC, je travaille. Des fois, je reçois des WhatsApp. Tiens, regarde. Un petit coup de recurring. Et là, je suis là, je regarde Hugo, mon associé, je le regarde, je fais on est des merdes. Ah ouais, c'est dur, mais après, c'est pas les mêmes niches. Oui, c'est sûr. Pas la même récurrence d'ordre, etc. C'est sûr. Et donc, on se dit, on l'a pas fait en France. On va le tester dans un pays où il y a beaucoup plus de complexité sur les litiges. Les clients sont beaucoup plus casse-tête. Faut vraiment être à leur service parce qu'ils ont l'habitude d'avoir vraiment des marques qui sont à leur service et qui les chouchoutent. On a commencé comme ça. On voit actuellement les difficultés du modèle recurring. Donc, tu as beaucoup de personnes qui vont te dire j'ai jamais pris l'abonnement parce qu'elles ont pris l'abonnement pour profiter des moins 15%, moins 10%, moins 20%. Et donc, ils t'ouvrent un litige dès le deuxième paiement en fait, parce qu'elles ont oublié qu'elles avaient pris un abonnement et qu'elles ne l'ont pas annulé. Et donc, on est passé en un mois de 0 de recurring à quasiment 100 000 de recurring sur la marque. Donc, nous, notre objectif, ça va être de passer à 1 million de recurring tous les mois, ce qui permet en fait de créer un socle de revenus basiques. Qu'est-ce que tu peux spend derrière avec? Et en fait, qui te permet en fait d'écraser toute ta concurrence. C'est-à-dire qu'une fois que le marché va devenir saturé, parce qu'en fait, on a pris un produit en France. C'est bizarre parce que moi aussi, j'ai eu la même approche. J'ai fait un produit en France sur le marché français et je l'ai déplacé aux US. Souvent, il y a énormément de personnes qui vont dire prends des US et va en France. Exactement. Et finalement, ça marche. Et je connais d'autres, on a déjà discuté, des personnes qui prennent des produits européens qui vont les importer aux US et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc les gars, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, aucune barrière. Et les marchés saturés, ça n'existe pas. Il n'y a que des gens. Et vous êtes soit meilleur marketeur, soit pire marketeur que votre concurrent. Et donc, quand le marché va se saturer sur ce produit-là, parce que tu sais, c'est des trends, quand tu crées une trend ou quand tu sors sur une trend qui est en train de monter, au début, tu as très peu de concurrents, donc c'est très facile de vendre. Tes CPA sont très bas. Et après, tes coûts par acquisition
CPA vont continuer d'augmenter. Ça va être de plus en plus difficile d'être rentable en première vente. Et donc le but, c'est malgré, dans un futur proche, plus ou moins proche, je pense 2-3 ans, l'incapacité à devenir rentable sur la première vente. Donc ça se trouve qu'on sera break-even ou rentable à 5%, ou peut-être en perte légèrement. Le socle de revenus recurring nous permettra d'office en fait, d'être rentable tout le temps. Et du coup, en fait, des concurrents qui vont venir essayer de nous embêter ne vont pas réussir à durer dans le temps. Et à la fin, on aura juste plus de clients, plus d'abonnements, plus de satisfaction, plus de LTV et une marque qui... Ouais, la même vision que j'ai avec ma marque où je colle un SaaS derrière finalement. Ouais, c'est ça. C'est quoi En qu'il fait, ça te arrive dans le permet temps. d'augmenter ta valeur apportée aux clients et donc, tout bêtement, de durer dans le temps parce que tu as d'autres clients, d'autres concurrents qui vont juste se dire ok, moi je veux être rentable sur la first vente, et dès qu'ils sont plus rentables sur la first vente, on va switcher de business model. Non, il y a toujours un truc à faire. Et moi, tu sais, c'est quelque chose que j'aime pas forcément, c'est travailler dans le vent, c'est-à-dire mettre énormément de temps, d'énergie dans un business où à la fin je me dis en fait je vais juste aller sur Shopify, paramètres et fermer la boutique. Pour toi, tu as perdu. Ah oui, j'ai perdu. Mais surtout, tu as perdu du temps. Et comme dirait Elon, le temps, c'est la currency qui vaut la plus plus cher. grosse ressource. Ouais, au monde, hein. elle est finie. Et donc, très important de mettre son temps sur quelque chose qui est pérenne, je sais peu. Pérenne, je crois. T'inquiète, c'est pas grave. C'est 100%. On reste réel. Et donc, très important de mettre son énergie dans quelque chose qui va durer dans le temps, même si ce n'est pas pour la revendre et une valorisation, etc. Juste quelque chose qui va travailler pour toi à la fin, ou quand tu vas tout automatiser, c'est quelque chose qui va tourner. Même si c'est... sinon, ce n'est pas un business pour moi. C'est pas un business. En fait, c'était toi le business. C'est comme il y a des personnes qui relancent certaines boutiques ou d'autres choses à certaines périodes de l'année. En fait, tu es voué et tu es vraiment dans la niche encore make money online, money maker online, mais tu ne feras jamais grande chose avec cette vision. Il y a vraiment des... Par exemple, je prends l'exemple d'un Vietnamien qui a une marque en print on demand. Donc le print on demand, c'est quand tu commandes, la marque va imprimer sur le t-shirt, sur le cadre, etc., ce que tu lui as demandé de faire. Et pendant le Q4, ils font vraiment des chiffres astronomiques. Je crois qu'ils tournent à 10-15 millions de chiffres d'affaires par mois. C'est des petits oursons engraved avec le nom, un cœur, et tu peux choisir le nombre de membres de la famille, etc. Tu as plein de gens. Tableaux avec le prénom, pareil. Tu as plein de gens qui essayent de vendre ça pendant le Q4 et qui n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute l'année, ils continuent de tourner. Et c'est-à-dire que même s'ils perdent de l'argent sur ces ventes, ils se disent je tourne premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre à perte. Mais le quatrième trimestre, j'ai toute la data. Je sais les offres qui ont mieux fonctionné. Et du coup, en fait, il n'y a personne qui peut me battre. Je spend déjà 1 million par mois en perdant de l'argent. Alors, quand ça va être rentable, je peux spend jusqu'à 5-6 millions, tu vois. Et donc, c'est une façon de penser qu'il y a très peu d'entrepreneurs de make money online. C'est très dur aussi et en fait, il faut trouver la balance. Le juste milieu, parce qu'à chaque fois... Parce que tu vas avoir les start-upers qui vont burner du cash. Exactement. Et tu vas avoir ceux qui vont se dire, OK, je prends un pari risqué sur tant de temps où je vais m'autoriser à perdre 500, 600 000 euros, mais je sais qu'au Q4, je vais en gagner 10. Et donc, en fait, je gagne 10 millions à l'année. C'est pas au Q4, je gagne 10 millions et le reste de l'année, j'ai perdu 600 000 euros. C'est sur l'année, mon business rapporte 10 millions, 6 millions, donc 9,4 par exemple. C'est des chiffres donnés aléatoirement là actuellement. Mais c'est une vision à avoir. Et par exemple, pour l'anecdote, j'avais pris un risque comme ça sur mes deux marques. Maddy qui était enceinte. On poste Maddy le jour de sa grossesse. Elle nous coûte dans les 2 000 euros. Je ne me rappelle plus très bien du prix exact. Et les prix sont sous NDA. Donc, je ne vais pas donner exactement le prix pour pas, ils sont pour pas me faire taper. Ils sont gonflés, les prix. Pour pas me faire taper dessus. Mais donc, on la poste. Et je crois que le jour même, elle nous fait 40 000 euros. Un truc du genre. Je ne me rappelle plus très bien, mais elle nous fait un chiffre astronomique. Et donc,
je me dis, bah, moi, je veux reconnaître cette sensation-là le jour où elle accouche. C'est-à-dire, dès qu'elle accouche, première story, c'est moi. Et donc là, j'appelle Wesley, le boss de WeEvents, et je lui dis, je te prends Madi sur mes 2 marques. 4 fois par mois sur les 2 marques, 8 fois. Sachant que tu uses son audience. Mais je veux être prioritaire dès qu'elle accouche. Et du coup, j'avais fait un calcul. C'est un deal avec les partenaires. Voilà. Mais j'avais fait un calcul. On n'était pas d'accord en interne, mais moi, j'avais la vision marketing sur ça. Je pense qu'on va peut-être perdre sur ces mois de grossesse 10-15 000 maximum. Mais qu'après la grossesse, ça explose. Ça explose. Parce que les gens, ils la suivent. Ça explose. Et surtout, la culotte menstruelle, bon, pour la grossesse, c'est exceptionnel. Parce que pendant la grossesse, tu as des fuites. Et post-grossesse, tu as les pertes. Donc, tu as le retour des couches. Et donc, et tu spammais aussi avec Maybe. Exactement. Et donc, c'était le deal qu'on avait pour être numéro 1. Donc, en fait, les 2 premiers placements qu'elle fait, Blinks Maybe. Alors qu'il y a énormément de clients et dans la l'agence. bingo, il s'est passé quoi? Ça a explosé. C'était du sale. Pareil qu'à l'annonce. Et donc, pari risqué, techniquement, parce que tu perdais de l'argent pendant plusieurs mois. Et à la fin, pari réussi, parce qu'en fait, c'est comme je te disais, il n'y a pas de prise de risque qui ne vaut pas le coup d'être pris dans l'entrepreneuriat si tu es plutôt sûr de ton instinct, tant que tu n'es pas gambler dans tes actions et qu'il y a vraiment un bon raisonnement derrière. Comment tu jauges une prise de risque comme ça? Feeling, instant marketing, expérience, ouais. Je pense que c'est l'expérience qui joue. Je pense que c'est des risques que j'aurais pas pris au début. Ouais. Et en vrai, là, si tu dois recommencer de zéro, ou alors comme tu le fais actuellement, comment tu sélectionnes un produit ou un marché pour un mec qui nous regarde? Je sais que c'est un petit peu le professeur avancé qui revient en... Je sais pas, au collège, tu vois, t'es en prépa ou je ne sais où et tu retournes au collège et tu dois aider un collégien. C'est comme si tu me demandes de faire des exercices sur le théorème de Thalès ou Pythagore, faut que je m'y remette, faut que je le relise pour l'appliquer, tu vois. Et c'est une question qui est quand même assez tricky parce que je dirais que les produits débutants, c'est pas les produits sur lesquels tu vas run en étant avancé. Parce que moi, un mec au lycée qui a déjà eu, c'est un cadet. Non, mais je vais quand même rentrer je vais essayer de faire toutes les choses là. On repasse sur mon parcours. Là, par exemple, aujourd'hui, je prends que des produits saturés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de compétiteur, je ne vends pas. En général. C'est-à-dire que maintenant, avec mon expérience, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais même si c'est Apple qui fait un produit, je considère que je peux aller battre Apple en marketing. C'est présomptueux, beaucoup d'ego, beaucoup de fleurs que je me jette. Mais en fait, si tu ne penses pas comme ça, déjà, t'es mort. C'est-à-dire que si tu ne penses pas que tu peux aller battre les mastodontes de l'industrie, si tu rentres sur un marché, que le mastodonte c'est Apple, tu dois être certain de ton karaté et de te dire Apple, je peux aller les détruire. Et au final, c'est vérifiable sur Internet, sur le marché de la cosmétique français. Il y a eu des stats que tu avais partagées l'autre jour. Ouais, je crois que j'étais dans le top 10, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, il y avait des gros groupes qui sont valorisés. Je crois que j'étais 3e, je ne me rappelle plus très bien, mais voilà. Donc, on chamboule quand même le marché de la cosmétique capillaire. Dropshipper, Twitter, tout. Donc voilà, aujourd'hui, je me positionne que sur des produits saturés. Avant, j'allais quand même chercher des produits avec effet wow qui résout un problème. Donc, même les produits saturés que je vends aujourd'hui ont un effet wow, ils vont résoudre un problème. Mais je cherchais vraiment un produit winner qui n'existait pas forcément, sur lequel j'allais pouvoir me lancer et faire directement 3 ROS, 4 ROS et pouvoir scaler. Donc ça, tu vas les trouver en regardant ce qui se lance aux États-Unis, en se regardant ce qui se lance en Allemagne, en Angleterre, etc. Sur les plateformes comme Minea, comme PipiSpy, etc. Mais vraiment PipiAds, ouais, je crois. Je ne me rappelle plus très bien. Ouais. J'utilise plus ces plateformes du tout. Et donc, vraiment voir ce qui est en train de se lancer. Et après, je dirais que maintenant, pour des débutants, les types de produits qu'ils doivent chercher, c'est vraiment des produits qui, ont un break-even très bas. Donc, c'est-à-dire que... Grosse marge. Ouais, des grosses marges. Je vais jamais vendre moi, actuellement, je ne vais jamais vendre un produit qui a un break-even au-dessus de 1.2. Impossible. 1.2, 1.3. Et c'est pour cette raison aussi que je suis parti du marché européen
et que je focus sur les US, parce qu'aux US, tu as une TVA à 0%. En France, déjà, d'office, c'est pas le même jeu. En France, tu as 20% pour la majorité des produits, 5,5% sur les produits à TVA réduite, donc hygiène, intime, livres, etc., comestibles. Et donc, en fait, si tu as 20%, ton break-even de base, tu es à 1,2. Donc, tu joues pas au même jeu. Et je conseille à tout le monde de payer sa TVA parce qu'en plus, il y a les régulations CESOP. Non, mais on peut pas run un business en faisant les choses border, les gars. Genre, Mais ça, en fait, c'est même pas il faut même pas avoir de débat. C'est comme les personnes qui font de la merde. Genre, tout se paye. Genre, faites du bon boulot. Et ça, c'est une très bonne chose pour le marché français, ce qui est en train, même européen, de l'Union européenne, qui est en train d'être déployé. Donc, et pour les gens comme nous qui ouais, font du bon taf, quoi. toute la CESOP, parce qu'en fait, ça va réguler le marché. Et je pense qu'à terme, le marché français, marché allemand, marché espagnol, marché italien, va devenir beaucoup plus sain et donc plus rentable pour les entrepreneurs. Parce qu'en fait, moins de spenders. Tu auras moins de spenders pirates, entre guillemets, qui vont venir, qui vont open une boutique, qui vont vendre et qui vont juste partir et faire de l'arbitrage sur la TVA. Tu as énormément de gens qui le faisaient. Et là, je commence à recevoir des messages. Mais Foued, j'ai reçu tel message. Shopify Payments, il me demande. Ouais, si tu payes pas, tu payes pas. Et donc, moi, c'est la raison pour laquelle je suis parti aux US. C'est que le break-even... America. Mec, votez Trump. Je vais me faire tirer dessus. Mais non, un petit aparté qui était juste une blague. Quand tu vas dans le breakdown des marques, tu as beaucoup de prêtres qui expliquent que les break-even des marques sont si bas qu'ils peuvent aller chercher en fait, des ROS ultra bas dans leur scaling. C'est-à-dire que la plupart des business qui arrivent à dominer le marché américain, ils vont le dominer avec 1,4 de ROS, 1,3 de ROS. Parce qu'en fait, leur break-even, il est peut-être à 1,15. Et donc, en fait, ils vont se permettre de dépenser 1 million et de récupérer 1,4 million, mais ils vont quand même gagner 100 000 par mois, 150 000 par mois. Sur ces 1,5 million générés. Quoi. Et c'est aussi quand tu as pris le call... là où tu as payé 10K tout à l'heure, qui t'a tu vois que le mec c'est exactement pareil quoi. Tu vois que le mec il est pas à 2 de ROS quoi. Okay. Tu vois que le mec il scale à 1 million de spend avec 1,6. Encore une fois, il y a un juste milieu à avoir selon les projets. Voilà. Où si tu veux de la rentabilité vraiment instantanée, c'est avec ta jauge. Donc activer le cerveau, c'est des maths quoi. Donc quand tu regardes Apple, toutes ces marques là, c'est soit tu te dis tu rentres dans le marché, tu prends le marché. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait avec le marché américain. Je me suis dit, je vais arrêter de me focus sur le marché français où il y a un plafond de verre. Et je vais aller sur le marché américain. Après, je ne recommande pas forcément aux débutants d'aller sur le marché américain. Je ne parle pas la même langue. Moi, je pense que le marché français, c'est un très, très bon marché pour les Français. C'est-à-dire que tu as une barrière à l'entrée du marché français qui est quand même énorme. Tu as beaucoup de dropshippers français, mais tu as très peu de dropshippers espagnols qui vont rentrer sur le marché français. Tu as très peu de néerlandais qui vont rentrer sur le marché français. Tu as très peu d'allemands qui vont rentrer sur le marché français. J'ai des potes qui tournent énormément en Allemagne alors qu'ils ne parlent pas allemand parce que le marché est tellement débridé et c'est un peu comme les États-Unis en fait, d'Europe au niveau de la consommation. Ça consomme énormément, pouvoir d'achat très élevé en Allemagne. Alors que la France a ses codes. Tu vois, on dit souvent les Français c'est des chieurs, révolution, baguette, nanani, nananer. Andrew Tate se foutait de notre gueule sur ça. Mais c'est une force aussi pour le marché français, c'est-à-dire que vous avez un marché qui est quand même en fait isolé. Les Gaulois qui sont dans leur coin et qu'il n'y a que les Gaulois qui peuvent faire chier entre Gaulois, quoi. Et donc, si tu prends le marché français, c'est plus simple que de prendre le marché américain. Parce que déjà, marché américain, tu vas avoir une syntaxe terrible. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais une personne d'Afrique noire qui a le français d'Afrique noire. C'est vraiment pas raciste. Et qui va vendre en France. Donc, en fait, tu vas avoir... Tu sais, c'est comme les call centers. On t'appelle de Tunisie. Pour ça que je vais aux US, pour me remettre dedans, moi qui vends là-bas, t'es obligé. Et encore, tu vois une différence que c'est marketé comme un français là-bas. On t'appelle de Tunisie, on te dit, on commence à te parler, directement ça te refroidit. Ouais. Direct. Alors que si t'as un appel français, un closer français qui t'appelle, t'es plus facilement closable, tu vois. Et donc c'est exactement la même chose sur le marché
américain ou le marché anglais ou le marché espagnol. Si tu viens et que tu n'as pas tout ce qui est idiomatique, donc idiomatique, c'est toutes les choses vraiment naturelles de la langue locale, c'est-à-dire que les Anglais, ils ont leur propre idiome, les Américains, ils ont leur propre idiome. Par exemple, les Américains, la culotte, ils l'appellent pants, et en Angleterre, on appelle ça knickers. Et donc, en fait, moi, je faisais des pubs en Angleterre où je disais pants, et du coup, tous les Anglais me disaient, vous êtes vulgaire, etc. Genre, c'est d'une vulgarité. Ils ont l'accent, ils sont plus raffinés, c'est autre chose. Et donc, en fait, c'est un marché tellement... Et tu sais, Toyota, on l'avait vu en géopolitique en classe préparatoire, Toyota s'est écrasé parce que je me rappelle plus si c'est Toyota ou une autre compagnie japonaise, ils vendaient la même voiture à tout le monde. Et donc, en fait, les ventes ne décollaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils allaient vendre la même voiture en France, au Japon, aux US. Ouais. C'est pas la même demande. Tu le vois aux US déjà, juste en termes d'UX/UI, à l'intérieur d'une voiture, ils ont besoin des gros trucs pour mettre leurs gobelets, les drives, genre, ça n'a rien à voir. Tu regardes ici, par exemple, au Middle East, à Dubaï, t'as que des trucks. Les trucks, il faut qu'à l'arrière, ils puissent ouvrir, poser leurs boissons, etc., pouvoir se faire un thé dans le désert. Faut qu'il y ait des grosses roues. Et c'est pas des modèles que tu vas retrouver en Europe. Tu vas pas retrouver des Pajero en France. Tu vas pas même retrouver des GMC, etc. Ouais, tu vas pas retrouver toutes ces voitures là. C'est pour ça qu'en Italie tu as beaucoup de Fiat, enfin tu vois, genre c'est un marché à chaque fois, faut s'adapter. Et donc chaque marché a ses propres codes, et donc pour les débutants français, je vous recommande, ou s'il y a d'autres personnes qui parlent français qui sont en train de nous écouter, etc., restez dans votre marché pour commencer. C'est beaucoup plus simple parce que ça vous permettra en fait d'avoir tous les codes du marché. C'est plus simple de vendre à son pote que de vendre à un gars qu'on ne connaît pas. Et c'est exactement la même chose sur le marché. C'est plus simple de vendre à un Français que de vendre à un Espagnol ou un Américain. Donc de la grosse marge pour résumer, plus connaître son marché. Grosse marge, connaître son marché et vraiment être naturel pour le client. C'est-à-dire, si vous allez vendre par exemple à des vieux, des personnes âgées, si vous vendez à des personnes âgées, parlez à des personnes âgées. Ne parlez pas à des jeunes. Si vous vendez à des CSP+, vendez à des CSP+. Ne parlez pas à des adolescents ou à des personnes âgées. Il faut vraiment... Et en fait, du coup, il faut comprendre... Et c'est comme je disais tout à l'heure, il faut vendre de l'émotion. C'est-à-dire que toi, ton boulot, c'est de donner une émotion au client et que le client se dise « J'ai tel problème, je vais avoir telle émotion quand j'aurai ce produit. » C'est-à-dire j'ai de la douleur, etc. Oh, je vais mettre ce truc pour le coup là et je vais être tellement relaxé, c'est incroyable. Tu vois. Et donc en fait, c'est ces émotions-là que tu vas partager, mais pour les partager et mieux les vendre, il faut parler de la bonne façon à ton audience. Donc pour des débutants, pour des personnes qui ne sont pas avancées, se focus sur son marché et des produits qui ont des très bonnes marges parce que ça vous permettra, même si vous ne faites pas des 1 point, des 2.5, 3 DROS, qui sont des exceptions. Et Facebook Ads aussi. Voilà. Et Facebook Ads, ouais. Moi, je suis... mais oui, c'est le plus stable, c'est le plus scalable. Et après, tu viens combiner avec d'autres plateformes après, mais c'est la base de tout. Et quand tu prends je ne sais combien de business aux US en termes de data, c'est que ça, et tu peux le confirmer dessus. Enfin, c'est de toute façon, la meilleure plateforme, c'est Facebook. Parce qu'ils ont Instagram. Déjà. Et Instagram, tout le monde est sur Instagram. Et c'est le meilleur algorithme. C'est-à-dire que TikTok, ça s'essouffle très rapidement. Parce que c'est TikTok, la période d'attention des gens sur une trend est très, très, très courte. Justement, très bien pour les trends de trouver des choses pour y renvoyer sur Facebook d'ailleurs. Mais des trends TikTok vont durer plus longtemps en ads sur Facebook que sur TikTok. C'est quand même fou. C'est-à-dire que sur TikTok, tu vas avoir des cracks qui vont durer peut-être une semaine morte. Sur Facebook, tu vas peut-être tourner 2 mois, 3 mois avec la même ads en winner. Et tu vas avoir du mal à trouver une meilleure ads que celle-ci. Je pense que un débutant ou une personne moyennement avancée dans l'e-com, là, il a eu de la bonne value. Moi, j'ai une dernière question. C'est quoi ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, alors c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est d'aider les gens, tu sais, dans le besoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même chance. Je me répète encore, mais à chaque fois je dis qu'il faut revenir à la base. Moi, mes 2 parents, c'est des personnes qui ont migré de l'Algérie à la France. Ils avaient un statut en Algérie, une famille plus ou moins aisée,
un boulot en Algérie, etc. Ils sont venus en France, ils ont relancé les dés. Ils ont remis les cartes sur table. Mon père, il devait faire 2 heures de marche à pied pour aller prendre le train et aller travailler à Paris en tant que serveur, cumuler les boulots, dormir dans des endroits à côté d'excréments, etc. Donc, il y a des gens, moi, j'ai eu la chance d'avoir un très bon cadre de vie, c'est-à-dire que je ne vais pas faire le storyteller, je viens de zéro, j'étais SDF, mon père était alcoolo. Je ne vais pas faire ce storytelling-là que beaucoup de gens nous font. Sans viser personne. Mais j'ai quand même eu un bon cadre de vie. J'étais pas dans une famille archi aisée, mais on a manqué de rien quand on a grandi, quoi. Enfin, mes parents m'ont pas fait sentir qu'on manquait de quelque chose. T'as des gens qui n'ont pas cette chance-là et que du coup, ils sont bloqués. Je pense notamment aux personnes en Afrique ou dans d'autres pays d'Asie qui n'ont même pas d'eau, ils n'ont pas de puits, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont rien. Et donc, de base, moi, ma motivation, c'était vraiment et ça l'est toujours, de pouvoir faire en fait des écoles, des puits, etc. pour ces personnes-là. Donc ça, c'est une des choses qui m'anime le plus. Et tu peux pas faire de vrais impacts sociaux. Tu peux pas avoir de vrais impacts sociaux si tu n'es pas en fait impactful de base. En fait, si tu n'es pas impactant, si tu n'as pas la possibilité d'impacter les choses, c'est super égoïste de se dire ouais, bah en fait, je vais changer la vie de certaines personnes. Ouais, tu vas peut-être faire 1 puits, 2 puits, 3 puits, mais tu vas pas pouvoir changer les choses. Et surtout quand on sait à quel point les organisations, c'est vraiment un foutoir. C'est de l'argent qui rentre et qui ressort dans la poche des dirigeants en général. Et à la fin, bah, tu as vraiment 10%. Tu sais, c'est le même. Tu as le truc de l'eau et tu as un mec qui boit tout. Et à la fin, tu as les petits Africains qui ont une goutte d'eau. Et donc, pour vraiment être impactant et pour pouvoir faire changer les choses à mon échelle, c'est vraiment de réussir moi d'abord pour pouvoir aider à d'autres personnes de réussir, quoi. Donc, tu voudrais te diriger après, peut-être plus tard, dans quelque chose de caritatif, pas vraiment que caritatif, mais avoir une partie de mes activités qui soit caritative, ouais. Et plus du coup en Afrique, Algérie, d'où tu viens? Non, pas forcément n'importe où. Franchement, n'importe où, ouais. C'est vraiment aider les gens à pouvoir avoir une chance. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance d'avoir un cadre qui est quand même assez bon. On est né en France, on a fait des études, t'as drop out. Mais tu as quand même eu la capacité. Aller voilà. Dans des études et grâce à l'alternance, j'ai pu travailler et mes études étaient financées par mon travail. Mais oui. Tu as drop out ou pas déjà? Ouais. Mais je crois que tu as drop out. Ouais, j'ai drop out. Donc, master, tu vois, mais tu as eu cette chance-là. Tu as d'autres personnes qui vont jusqu'au lycée, qui sont alphabètes, etc. C'est une très bonne chance, tu vois. Et tu as des personnes qui sont très douées, qui n'ont pas ces chances-là, ou qui n'ont pas l'information. On revient à la symétrie d'information que je t'avais dit. Transition du début. Voilà, tout à l'heure. Et c'est une asymétrie d'information qui, moi, elle m'a un peu choqué. Tu vois, quand je suis arrivé en prépa, c'était un recyclement des élites. C'est-à-dire, toutes les personnes en prépa, leurs parents avaient fait prépa. Tu viens en école, tu as des fils de présidents, tu as des descendants de hauts dignitaires africains, etc. Je pensais pas que c'était aussi poussé que ça. Ah ouais, mais vraiment, en fait, plus tu es dans les top écoles, tu étais dans la haute sphère, quoi. Ouais, plus tu es dans le recyclage des élites. Il y a vraiment... ça se recycle. C'est-à-dire que tu as le fils d'un partenaire de HSBC, tu as le fils d'un partenaire de Rothschild. Même ils se connaissent tous. Et voilà. Et pareil, donc eux, ils ont des informations que tu n'as pas, même en école. C'est-à-dire que tu as des gens, en fait, ils savent déjà qu'ils vont aller à Singapour pour aller bosser. Parce qu'à Singapour, les salaires sont plus élevés et qu'ils ont une entrée à Singapour, etc. Et en fait, c'est un jeu de l'asymétrie de l'information qui m'a un peu choqué, un peu dégoûté dans le sens où tu as beaucoup de personnes qui ne l'ont pas. Et redonner des chances à des personnes qui ont l'envie, mais qui n'ont pas forcément la capacité de le faire. Donc voilà, c'est un peu ma motivation au quotidien, quoi. Et après, la perf. Compétiteur jusqu'au bout. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'on te souhaite? La suite des gros exits, c'est quoi le plan brièvement? Gros exits, scaler encore plus de marques, aller dans d'autres domaines, pas que l'e-commerce. Donc là, on va avoir des SaaS qui vont être lancés. Make SaaS great again. Et donc voilà, vraiment découvrir des choses. Moi, je suis plus sur les expériences et continuer à faire ce que j'aime dans le temps et pas tomber dans la servitude de l'argent, quoi. C'est tout. J'ai jamais été dans la recherche pure et dure de l'argent, même si c'est une motivation qui est importante parce qu'on travaille, on n'est pas bénévole, quoi.
mais ne pas tomber que dans la recherche de l'argent. Donc, toujours avoir son éthique, toujours avoir sa vision et faire des projets parce qu'on a une vision derrière et pas que pour avoir de l'argent qui tombe. Merci Batman d'être Bruce Wayne. venu. Bruce à l'Arabie Wayne. Désolé. Là, j'ai pas le masque. Désolé. Mais en tout cas, merci de t'avoir eu dans 100%. Faut être... Un plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir que tu aies pu venir montrer ce que tu as pu faire. Et puis, même qu'aujourd'hui, on soit là à se parler. Tu as été une des premières personnes sur Twitter quand je suis arrivé qui a suivi. Et puis, merci directement pour l'inspiration au quotidien, les dashboards, etc. Et c'est aussi grâce à ce que toi et même d'autres personnes il y a eu à une époque, aujourd'hui je suis ici à te parler. Donc déjà merci beaucoup pour ça. Et je pense que c'est d'autres gens et c'est aussi ce que j'essaie de faire avec ce podcast pour d'autres personnes. Donc les gars, abonnez-vous, mettez un like et puis on peut te suivre où? Sur Twitter, faut être BRM. Fuck LinkedIn, fuck les corpos. J'ai LinkedIn aussi, mais je poste pas. C'est ça. C'est impossible. Plus instantané. En tout cas, merci beaucoup. Un encore plaisir. une fois. Et puis à la prochaine, je te souhaite tout le meilleur. Et merci.